Donc, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue au 308 et bienvenue pour cette troisième soirée des jeudis du réemploi. Du coup, l'Ordre des architectes Nouvelle-Aquitaine et le GPV sont heureux de vous accueillir pour cette soirée, cette belle soirée. Bonsoir à toutes et tous. Donc, vous commencez à nous connaître un petit peu, mais bon, pour celles et ceux qui n'étaient pas là sur les précédentes éditions, donc j'essaie de vous rappeler un peu qui est le GPV aussi, parce que vous connaissez bien l'ordre ici. Donc, on a un groupement public et on coordonne notamment une mission d'économie circulaire et de réemploi sur les matériaux du BTP, donc sur les communes de la rive droite de la métropole bordelaise, qui sont Bassins, Senon, Floirac et Lormont. On travaille aussi avec Bordeaux Métropole sur ces sujets-là. Et notre objectif, nous, c'est d'expérimenter le réemploi en pratique sur des opérations de déconstruction, de réhabilitation, mais aussi de construction neuve et d'espaces extérieurs. Pour éviter bien que les ressources qui sont générées sur les déconstructions ne deviennent des déchets et ne soient éliminées. Donc on a, nous, des partenaires qui nous soutiennent, et c'est important de le rappeler, des partenaires publics qui sont l'ADEME, la région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole, et sur deux grandes missions, qui sont d'accompagner donc les maîtrises d'ouvrage sur des opérations pilotes à travers des diagnostics ressources, du sourcing aussi de matériaux sur du réemploi in situ, ex situ, sur des stratégies aussi d'accompagnement et des choix sur la circulation des ressources. Et puis une deuxième aussi grande mission, qui est la raison aussi pour laquelle on est là, eh bien, c'est de générer de la connaissance et de travailler avec tout l'écosystème de nos partenaires sur le réemploi, bien pour pouvoir transmettre justement ce qui s'est fait sur les chantiers et de pouvoir vous en parler aussi ce soir. Donc là, c'est la troisième rencontre, donc ça veut dire qu'il y en a eu deux juste avant. Et je vais essayer de vous en faire un résumé rapide. Vous pourrez les voir en replay. La première est déjà en ligne, la seconde sera en ligne, je pense, la semaine prochaine. C'est ça, Talia ? Ouais. Donc on a expliqué sur les deux dernières éditions comment le réemploi devenait vraiment un élément, une composante en tout cas des projets, avec d'une part des aménageurs et des maîtrises d'ouvrage qui prescrivaient le réemploi, parfois aujourd'hui de manière systématique et obligatoire. Et puis d'un autre côté, vous, les architectes, les maîtrises d'œuvre, qui devaient vous organiser pour répondre à ces exigences et à ces demandes donc des aménageurs et des maîtrises d'ouvrage, et vous doter d'expertise, de méthodes, vous former aussi et anticiper. On en parlera avec nos trois intervenants ce soir. Et dans cette relation, ça nécessite tout à fait, on en parlera aussi, une synergie d'équipe qui est très importante. Et tout ça, on l'a vu sur les deux premières éditions. Ce soir, pour la troisième rencontre, donc on va voir comment on prévient, comment on organise des protocoles, comment on les définit bien, et comment aussi on contrôle et on maîtrise le risque, donc avec nos trois intervenants. Et Boris, je te laisse présenter l'édition du soir. Donc ce soir, l'objectif, c'est de regarder vraiment, faire un zoom sur le cadre assurantiel de contrôle et juridique, et donc comment le réemploi est assuré, comment le réemploi est régi, et quelles sont les responsabilités dans la chaîne du réemploi. Et donc de donner des billes et des armes à tout le monde pour justement pouvoir mettre en œuvre du réemploi qui, comme on l'a vu par le passé dans les tables rondes précédentes, était de plus en plus répandu et demandé. Et donc, comment faire ça en suivant les normes et les règles, en tout cas, qui nous régissent. Voilà, globalement, je voulais juste aussi dire un grand merci à l'école 3IS, avec qui, du coup, on a le partenariat. C'est pour ça qu'on a 4 belles caméras et plein de beaux mondes derrière les caméras. Donc, et c'est grâce à eux et à elles qu'on a les vidéos retransmises là-dessus. Et donc, je vous présente nos trois intervenants du soir. Donc, Michel Klein, qui est directeur général adjoint de la MAF, donc la Mutuelle des architectes français. C'est bien ça ? Tout à fait. Très bien. Pierre-Luc Le Goff, qui est référent technique national réemploi chez Alpes Contrôle. Tout à fait. Et Marie Bérézé, qui est avocate associée au cabinet Coudray Urban Law et spécialiste en droit des marchés publics. Absolument. Donc merci beaucoup à tous les trois d'avoir fait le trajet pour venir jusqu'ici. Il y a eu quelques complications pour certains et certains sont venus de loin, donc merci. Et pour introduire donc cette soirée, je vais donner la parole à Émilie de Robert du bureau d'études NeoEco, qui est spécialisée sur l'économie circulaire et le réemploi. Bonjour à tous et à toutes. Alors,
on va donc faire une rapide introduction sur ces sujets, ces grands sujets du réemploi pour lesquels on est ici aujourd'hui. Alors, ceux qui étaient là pour les conférences précédentes, je m'excuse, il y a quelques répétitions, mais il y a quand même de la nouveauté à la fin. Donc moi, l'objectif, c'est vous donner les clés de compréhension des enjeux liés au réemploi. Il y a des documents cadres et des guides références, mais dans un premier temps, on va faire un petit point sur les définitions et le contexte réglementaire. Alors, pour commencer, on va parler de la hiérarchie des modes de traitement des déchets écrits dans le Code de l'environnement pour comprendre qu'est-ce que le réemploi. Donc déjà, dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets, on commence par la prévention, c'est-à-dire ne pas générer de déchets. Donc c'est toute mesure prise avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet. C'est assez simple. Ensuite, le sujet qui nous intéresse particulièrement, donc le réemploi. Qu'est-ce que le réemploi ? Donc le réemploi, c'est quand on identifie en amont un produit qui ne devient pas un déchet et qui est réutilisé pour un usage identique. Par exemple, on prend l'exemple d'une porte ici sur ces slides, une porte qui reste une porte. Ensuite, la réutilisation. Donc là, on arrive dans le statut de déchet. C'est toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés à nouveau. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été forcément identifiés en amont sur l'opération de déconstruction, mais qui sont identifiés après et qui peuvent être réutilisés. Et ensuite, on va un peu plus loin, forcément. Vous le savez, il y a des matériaux qui ne peuvent pas être réemployés. Et donc là, on essaye d'envoyer vers des filières de recyclage, donc valorisation matière. C'est-à-dire que là, on traite la matière, elle reçoit elle est retraitée mécaniquement. Et par exemple, la porte, qui est du bois, est broyée et va être intégrée dans un process de fabrication de panneaux à particules. Donc là, on garde la matière, mais utilisée à un nouvel usage. Ensuite, valorisation énergétique. Donc là, il y a une disparition de la matière. C'est des déchets. Du coup, les déchets sont utilisés en substitution à d'autres substances. Donc, par exemple, valorisation énergétique, le bois va être utilisé pour produire de l'énergie, mais on ne va pas pouvoir réutiliser ce bois ensuite tel quel. Il y a vraiment une disparition. Et finalement, l'élimination. Donc, ça, c'est quand on enfouit dans un trou, et c'est ce qu'on évite de faire au maximum. Ensuite, quelques notions donc réglementaires. Pour vous montrer un peu comment le réemploi et l'économie circulaire a été intégré au fur et à mesure des années dans la loi française. Ça a commencé à peu près en 2015 par la loi Transition énergétique pour la croissance verte. Donc cette loi, c'est elle qui a établi la hiérarchisation des modes de traitement que je vous ai présenté juste avant, qui a défini un objectif national de valorisation à 70% et qui a mis en place le tri 5 flux, qui a depuis évolué. Ensuite, il y a eu la mise en place de la RE 2020 en 2020, donc il y a réglementation environnementale. Là, il y avait en fait la RE 2020, vous la connaissez tous maintenant, ça fait quelques temps, mais elle a vraiment permis de développer encore plus le réemploi parce que via la mise en œuvre d'ACV, enfin la réalisation d'ACV obligatoire pour tous les projets. Et du coup, dans l'ACV, le réemploi, les matériaux de réemploi ont un coût zéro, un coût carbone zéro. Ce qui permet vraiment de diminuer l'impact carbone de vos projets et ça a favorisé l'émergence du réemploi sur certains projets. Et ensuite, la loi AGEC en 2021, qui a commencé en 2021 et qui court toujours et qui a des objectifs qui augmentent au fur et à mesure des années, qui a mis en place donc, le diagnostic PEMD réglementaire, produits, équipements, matériaux et déchets, qui vient se substituer au diagnostic déchets qui existait jusqu'à 2022. Qui est un diagnostic qui permet donc de faire... bon, je vous l'explique du coup. Il y a un diagnostic PEMD donc, qui permet de quantifier et de qualifier l'ensemble des matériaux qui vont être issus d'un projet de déconstruction ou de réhabilitation, qui donne des informations sur les filières de valorisation, mais aussi sur toutes les opportunités de réemploi qu'il peut y avoir sur un projet. Ça a aussi, la loi AGEC, elle a aussi encadré la REP PMCB, donc produits et matériaux de la construction du bâtiment. On en reparlera à la prochaine table ronde. Et elle a passé aussi, on avait en 2015 le tri 5 flux, maintenant il y a une obligation de tri 7 flux, et c'est d'ailleurs passé à 8 flux en 2025, avec l'ajout du plâtre et de la fraction minérale. Et il y a aussi des objectifs d'achat de la commande publique. Par exemple, sur le mobilier urbain, il y a, depuis 2024, il y a un objectif d'achat de 5% de mobilier urbain issu du réemploi et 20% de mobilier urbain qui intègre des matériaux recyclés. Donc c'est vraiment des lois qui viennent
favoriser l'économie circulaire pour la commande publique et qui permettent le développement des filières. Voilà un peu pour le contexte réglementaire que certains avaient déjà vu les fois précédentes. Maintenant, avant de laisser la place aux experts, je voulais juste vous donner quelques documents cadres qui ont été rédigés et qui encadrent un peu les process de caractérisation des matériaux de réemploi et qui pourront vous resservir dans vos projets une fois que vous aurez compris toutes les démarches à suivre qui vont vous être expliquées par la suite pour intégrer du réemploi. Dans un premier temps, c'est le projet FCRBE. C'est un projet européen qui a débuté en 2017, 2018, je pense, qui est en tout cas l'un des premiers projets qui a travaillé sur le réemploi. Et en fait, là, il y a beaucoup de données publiques qui sont à votre disposition pour permettre de mettre en place une démarche de réemploi. Par exemple, ils ont créé 36 fiches matériaux divisées en 5 grandes catégories, donc abord et voirie, gros œuvres et enveloppes, menuiserie, finition intérieure et équipement. Et en fait, sur chacune de ces fiches, les fiches, c'est à peu près entre 5 et 8 pages à chaque fois, donc il y a vraiment de la matière. Sur chacune de ces fiches, il y a des explications sur la dépose, sur le reconditionnement, sur les process à faire pour pouvoir remettre en œuvre le matériau. Il y a aussi quelques informations économiques pour vous donner un peu des billes. Je vous ai mis les liens à chaque fois et vous aurez la présentation. Vous pourrez donc aller voir toutes ces fiches et devenir expert. En parallèle, le FCRBE, ils ont aussi sorti plein d'autres documents qui sont très intéressants. 12 exemples de cas liés aux assurances et documents expliquant les bonnes pratiques. Ils ont sorti des guides pour les entreprises, stratégies de prescription et un guide pour définir des objectifs de réemploi. Voilà, vraiment plein de documents très intéressants. Ensuite, plus récent, le projet Spirou, donc qui s'est terminé, ils ont publié en deuxième semestre 2024. Début du deuxième semestre 2024. Le projet Spirou, c'est un projet porté par le CSTB, Booster du réemploi, Qualiconsult, Mobus. Alors eux, ils ont développé 13 fiches méthodologiques qui permettent également de encadrer, qui expliquent comment réemployer les 13 matériaux que vous voyez là, donc bloc-porte, dalle de moquette, radiateur, luminaire, briques, appareil sanitaire, charpente bois, armoire électrique et protection modulaire, bardage, conduite de ventilation. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même une grande diversité de matériaux et donc ça donne beaucoup d'informations vraiment méthodologiques de la déconstruction à la remise en œuvre de la fiche, du matériau. Ensuite, je vais terminer rapidement, mais il y a les fiches FBE, Fondation Bâtiment Énergie, qui pareil, là, c'est vraiment une méthodologie très poussée de diagnostic et d'évaluation des performances. Donc là, ça détaille vraiment tous les protocoles à suivre. Là, je vous ai mis l'exemple de réemploi de tuiles de terre cuite, mais il y a 8 matériaux. Tous ces documents que je vous ai présentés jusqu'à présent, c'est des guides qui vont vous permettre de vous accompagner dans la démarche. Ce ne sont pas des documents réglementaires. Le seul, entre guillemets, document réglementaire qui existe sont les recommandations professionnelles de réemploi d'éléments structuraux en acier qui a été réalisé par le CTICM et qui, pareil, permet, c'est vraiment un document de référence qui encadre la pratique de réemploi de structures métalliques et qui permet en fait de vous donner toute la méthodologie et la démarche à suivre pour assurer pour réemployer des structures métalliques. Et à la fin, une fois si vous avez bien suivi l'ensemble de cette démarche, vous êtes en technique courante. C'est-à-dire que le guide a été validé par l'AQC, donc ça permet d'avoir une assurance, de l'assurabilité de ces matériaux. Vous pourrez me corriger si jamais je ne dis pas les bons termes, mais voilà, ça vous donne vraiment les grandes lignes pour vous lancer après cette table ronde dans une démarche de réemploi. Voilà, je vous laisse la parole pour compléter. Eh bien, merci beaucoup, Émilie. Et du coup, on va commencer avec vous, Monsieur Klein. Si vous voulez bien, parler de l'émission de la MAF, notamment autour du réemploi, et ce que vous mettez en place à l'échelle de la mutuelle. Donc, bonsoir à toutes et tous. Merci pour cette invitation. C'est vrai que la MAF, Mutuelle des architectes français, qui existe maintenant depuis bientôt une centaine d'années, c'est une petite institution,
s'est intéressé au sujet il y a très longtemps. C'est-à-dire que j'ai commencé à rencontrer les gens de chez Encore Heureux en 2014 pour écrire une partie de leur bouquin sur la responsabilité et le réemploi. Alors 2014, je peux vous dire que dans le monde de l'assurance, réemploi, c'était même pas un mot qui était connu. Et j'avais d'ailleurs travaillé auparavant sur un autre sujet, c'est sur la paille, hein, puisque la MAF a été le premier assureur à accompagner les architectes sur ces sujets-là, alors que personne n'en voulait. Donc on a toujours été un petit peu en avance sur ces sujets-là. Alors on est en avance sur ces sujets-là. Pourquoi ? Parce que la MAF est un assureur mutualiste qui assure des concepteurs et que depuis l'origine, nous avons décidé que si la MAF venait à freiner l'innovation, ben évidemment, l'acte de construire serait assez morose et assez bloqué. Donc, la particularité, c'est que nous avons, nous, un engagement auprès de nos adhérents, c'est de les accompagner, et ça peut être notre slogan, vous avez l'audace, nous avons l'assurance, ce n'est pas qu'un slogan, puisque dans les polices d'assurance que vous avez souscrit auprès de la MAF ou d'Euromaf pour les autres concepteurs, il n'y a pas de clause de technique courante. Donc tout à l'heure, vous avez bien abordé la question, vous avez raison. Le vrai sujet, ça va être cette partie de jeu assez complexe que nous avons, nous, assureurs, vis-à-vis de nos assurés. C'est est-ce que nous sommes capables d'assurer tous les produits, tous les matériaux, tous les modes constructifs sans poser de questions. Alors, si vous êtes assuré auprès du groupe MAF, on nous prend pour des fous, hein, je vous dis franchement, on n'est pas du tout dans le monde de l'assurance construction considéré comme un assureur responsable, puisque nos adhérents ont la capacité et la possibilité de faire du réemploi, prendre des matériaux sourcés sans avis technique, prendre des procédés techniques qui n'auraient pas de règles professionnelles. Enfin, on peut, quand on est architecte assuré auprès du groupe MAF, faire tout ce qu'on veut sans voir l'assureur. Alors pourquoi je m'y intéresse ? Parce que vous l'aurez compris qu'il y a un système assez redoutable dans notre avocat en parlera peut-être, dans notre monde de la responsabilité, c'est qu'il existe une notion qui s'appelle l'insolidum, et que si un seul des acteurs est assuré sur l'acte de construire, potentiellement, il prendra en charge tout seul l'intégralité du sinistre. Et comme la MAF, évidemment, est principalement l'acteur qui a les plus larges garanties et couvre le plus de choses avec ses adhérents, elle est potentiellement aujourd'hui en risque de prendre l'intégralité des sinistres si les autres ne sont pas assurés. Alors, et c'est pour ça que je me suis intéressé à la paille, que je me suis intéressé au BIM très en amont, que je m'intéresse au réemploi et que nous intéressons à ces sujets-là parce que, évidemment, moi, je suis pro-actif sur le fait qu'il faut que chacun d'entre nous joue notre rôle sociétal, parce que ce matin, j'étais au ministère de la Culture avec une grande table ronde sur les matériaux biosourcés et géosourcés. Le premier sujet qui est venu par les assureurs, c'est, attention, la technique courante. Donc, si c'est de la technique courante, c'est bon. Si ce n'est pas de la technique courante, ce n'est pas bon. Alors, sur le réemploi, vous l'avez dit, aujourd'hui, il y a depuis 2024 un petit rajout dans le tableau de la C2P, C2P qui est l'organisme qui va valider et qui va être incontournable les règles professionnelles notamment. Et on a des règles aujourd'hui qui sont validées pour la filière acier, mais c'est la seule aujourd'hui qu'on va trouver. Voilà. Donc tout le reste, on est sur de la technique non courante. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai fait mes 5 minutes. Oriane. Un coup de temps. Et au niveau justement des assureurs, et quand vous discutez avec les autres assureurs, où en est le milieu de l'assurance sur le réemploi de manière générale ? Eh bien, les assureurs, ils sont favorables, évidemment. Enfin, qui dans cette salle peut dire non, le réemploi, il ne faut pas en faire, non, les biotopes... Enfin, celui qui dit ça, je pense qu'il va se faire lyncher. Donc, les assureurs, ils sont bienveillants, ils sont comme tout le monde. Ils ont des enfants, des petits-enfants, ils ont envie que la planète puisse être un endroit agréable pour tout le monde. Enfin, moi, je pense que ce sujet-là, il concerne tout le monde. C'est un vrai sujet de société. Alors, dans d'autres endroits, dans d'autres pays, on est très peu intéressé par la question. C'est sûr que ça aussi qui peut générer des difficultés pour certains de nos compatriotes. Mais en tout cas, il faut que chacun d'entre nous se sente concerné. Donc, les assureurs sont concernés par la question. Les assureurs ont un sujet. Alors, on peut peut-être rentrer un peu dans le vif du sujet. C'est qu'ils sont soumis aujourd'hui, notamment pour la décennale, à un carcan, puisque la loi Spinetta, elle existe, elle est très bien faite, elle a été largement étendue par la volonté des juges, notamment avec la propriété à destination. Donc, quand moi j'ai commencé à travailler dans l'assurance construction, je peux vous dire qu'on avait beaucoup moins de largesse, en tout cas en matière de décennale, qu'aujourd'hui pour le maître d'ouvrage, et que l'assureur qui va assurer une entreprise en décennale et cette entreprise qui mettra en œuvre des matériaux de réemploi sera considéré comme devant garantir tous les désordres, toutes les difficultés qu'il pourra rencontrer. Et la sanction pour l'assureur décennal
c'est des travaux de réparation de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'il doit réparer l'ouvrage. Donc voilà, donc il n'y a pas d'échappatoire. On n'a aucune limitation de responsabilité possible. On a un article 1792.5 du Code civil qui dit qu'elle serait nulle et non avenue. Donc on ne peut pas limiter la responsabilité des constructeurs. Et nous sommes dans un carcan juridique qui fait que nous, assureurs, évidemment, on se pose la question du partage du risque. Alors, je pense, et j'avais émis l'idée, mais c'est dommage parce que le ministère de la Culture n'a pas suivi notre sujet. Il paraît que ça va être dans un deuxième temps. Je pense qu'en marché public, on pourrait faire des choses. Il y a beaucoup plus de possibilités de limiter l'aspect des constructeurs. Enfin, on fait des choses. Et il y a une très belle opération à Paris qui est actuellement en cours d'assurance. Et on est en train de régler le problème par une renonciation en recours du maître d'ouvrage public. Donc, voilà. Donc, c'est peut-être une voie. C'est-à-dire que le public donne l'exemple. Mais en privé, aujourd'hui, même si un maître d'ouvrage me dit je t'exonère de toute responsabilité, ça ne vaut rien. Voilà. En tout cas, on ne peut pas accepter ça parce qu'on sait que le juge balayera ça d'un revers de main. Et paradoxe, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, beaucoup de maîtres d'ouvrage seraient prêts à le faire en disant je vais prendre le risque, mais le jour du sinistre, il est peu probable qu'ils le prennent. Donc ça aussi, c'est important. Il y a plusieurs temps dans la vie. Hein. Il y a le temps où enfin, je pense que vous l'avez tous vécu, hein, où c'est la période idyllique hein, avec le maître d'ouvrage. Il y a le temps où ça se passe mal, et il y a le temps où il y a le sinistre. Et là, chacun pour soi. Hein. Il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus rien. Et moi, je ne vois, alors je le dis parce que je veux que ça soit clair, je ne vois que ce qui ne va pas. Hein. À la MAF, ce matin, on m'a posé la question des architectes au ministère. Combien de sinistres y a-t-il à la MAF par architecte? Nous avons en rythme de croisière, chaque architecte a 2 sinistres en cours. Chaque architecte. Alors, il y en a qui n'en ont pas et il y en a qui en ont plus, évidemment. C'est ça les moyennes. Mais ça veut dire que ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est quand même... les architectes sont une profession extrêmement recherchée en responsabilité. On a un mode de responsabilité qui est lourd. Le système français est le plus abouti en matière de protection du consommateur. Donc, les assureurs sont dans cet univers assez frileux parce que, de toute façon, ils n'ont pas d'échappatoire pour porter le risque. Alors, ils ont une échappatoire. Et je vous demande d'être très vigilant parce que ça fonctionne, et ça fonctionne bien devant la Cour de cassation, c'est l'activité. C'est-à-dire que les entreprises sont assurées pour des activités. Et je peux vous dire que l'activité, quand on est charpentier, on n'est pas menuisier, hein, par exemple. Hein, la jurisprudence nous a bien taclé. On a même une sorte de dérive de la jurisprudence sur le sujet qui nous a un peu embêté, nous, la MAF. C'est notamment qu'on peut même avoir des entreprises qui sont assurées pour des procédés bien particuliers. C'est-à-dire que ça ne sera pas... ça va être tel procédé mis en œuvre. Donc, si c'est un autre procédé, il n'y a pas d'assurance. Et ça, combien de sinistres arrivent chez nous où on nous sort au moment du sinistre « Ah, désolé, mais ce n'est pas le bon procédé ». Évidemment, je vous ai parlé d'Insolidum, vous comprenez tout de suite ce qui va se passer pour nous. Et puis, quand vous regardez cette fameuse loi Macron qui a émis une attestation type, qu'on retrouve dans les clauses type, vous remarquerez qu'il a également rajouté quelque chose de très clair, c'est qu'il est également assuré pour tel procédé, tel type de produit. Voilà. Donc, on est aujourd'hui, nous, potentiellement, dans la situation en se disant, si on a des matières de réemploi, on pourrait aller plaider devant le juge, non pas une non-garantie, mais une réponse de garantie. Mais rien n'est sûr. On n'en sait rien comment ça peut se passer. Donc aujourd'hui, si je suis là pour vous parler de l'assurance, c'est parce que, a priori, c'est faisable, mais ça va être un parcours du combattant. Donc il faut vous y prendre en amont. Il ne faut pas commencer et se dire, tiens, en plein milieu, ah tiens, au fait, problème d'assurance. Donc, il y a vraiment une vraie question aujourd'hui d'anticipation. Il y a une vraie question aussi de volonté du maître d'ouvrage, parce que ça sera beaucoup plus de temps, de besoin pour vous, maître d'œuvre, avoir une équipe autour de vous. Hein. Il y a tout un certain nombre d'acteurs qui vont jouer, effectivement, dans ce camp-là, un AMO réemploi, quand c'est nécessaire. Le contrôleur technique avec des missions adaptées également, c'est aussi très particulier. On en a un à côté de nous, il nous expliquera un peu comment ça fonctionne. Et puis évidemment, il y a le temps aussi de ce matériau qu'il va falloir qualifier et qu'il va falloir garantir. Et si on n'arrive pas à démontrer ça à l'assureur, ça sera non. Voilà. Donc ça sera non et donc ça ne se fera pas. On reviendra un petit peu après sur les méthodes et les conseils et les bonnes pratiques. J'ai 3 slides, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on les montrera. Parce qu'autrement, j'avais à peu près prévu 3h30 d'intervention. Mais... je vous ai limité, je suis désolée. Vous reviendrez. Pierre-Luc, c'est très intéressant. Comment les bureaux de contrôle jouent leur rôle justement dans ces démarches et quelle est votre mission à vous en tant que bureau de contrôle justement? Super. Oui. Moi, je vais... Ah, d'accord, très bien. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Depuis
Depuis à peu près 6 mois, à peu près, j'ai eu la casquette de référent technique réemploi chez Alpe Control. C'est réjouissant. Donc, je fais le pont entre la direction technique et les collaborateurs qui sont sur le terrain. Donc, j'espère qu'à l'issue de cette table ronde, je vais pouvoir réussir à vous expliquer, vous montrer, vous cadrer un peu la démarche du réemploi, tout du moins sous le spectre d'Alpe Control. Donc, j'ai préparé quelques petits slides. Très rapidement, je vais présenter très rapidement l'entreprise. Donc, on a fêté nos 35 ans. On n'est pas loin de mailler tout le territoire de la France. Depuis, à l'instant T, on est à peu près 854 collaborateurs. On a 3 domaines d'activité. Celui que je vais vous parler ce soir, c'est le domaine de l'activité de la construction, sous le spectre des métiers de CTC, donc contrôleur technique construction et CSPS. Mais cher à notre président fondateur qui est toujours en activité, on a 2 autres domaines d'activité qui sont la certification bio et puis la formation. En 2024, on a fait 91 millions de chiffres d'affaires et on espère que nos clients sont satisfaits par notre progression et puis notre travail sur le terrain. Dans votre région à vous, on est basé à Bordeaux. Après, au plus proche, on est à Angoulême sur le nord et on a Brive sur l'est. Et après, on maille le territoire d'Albi, Bayonne, Toulouse et autres villes dans cette partie de la France. Revenons sur le réemploi. Ce qui est important, comme a dit M. Klein, il faut une mission spécifique des bureaux de contrôle afin d'émettre des avis sur les dossiers de requalification afin de contrôler les caractéristiques et les performances des produits réemployés. Cette mission, elle est sous le filtre des autres missions vendues. Dès lors qu'on a une mission solidité, sécurité incendie, on émet des avis sur la requalification dans le spectre de la solidité et de la sécurité incendie. Si on n'a pas la mission thermique ou si on n'a pas la mission acoustique, on n'ira pas émettre des avis sur la dégradation des performances acoustiques d'une paroi modulaire dans des bureaux, par exemple. Vous avez vu l'illustration tout à l'heure de Encore Heureux Architecte ou encore le remanificateur à Paris qui fait de la réutilisation de hublots. Eh bien, le pass réemploi vise le réemploi et non la réutilisation. Vous comprendrez bien que pour pouvoir émettre des avis et pour pouvoir réussir à garantir la sécurité, la solidité et la pérennité d'un matériau dans le temps, il est nécessaire de partir de ce qui existe déjà, les référentiels. Dès lors qu'on fait des menuiseries extérieures, c'est le DTU 36.5. Dès lors qu'on a des portes, il faut qu'on reste sous la norme des portes. Une porte a été pensée, a été construite, a été testée pour pouvoir s'ouvrir dans des locaux sous 20 degrés avec une humidité constante. Et les seules pièces d'usure seront les fixations sur les parois ou encore la poignée. Mais elle ne sera jamais testée pour être soumise à des pressions de vent, des pressions de pluie. Et autant dire que pour pouvoir mettre des portes en bardage, il va falloir réfléchir un peu plus, pouvoir mettre un peu plus de matière grise pour se dire que cette porte va tenir au moins plus d'un an, ou je dirais plus d'un hiver. Voilà. Ce schéma va être concret pour vous dans le sens où on a essayé de vous montrer à partir de quel moment intervient la mission Pass Réemploi. Donc la mission Pass Réemploi pour émettre des avis sur les intentions de réemploi dans un projet et ensuite de le concret, le dossier de requalification. Donc la première partie tout à gauche, vous la connaissez, c'est quand des produits qui vont matériaux ne sont pas encore déposés. On est à la phase d'un diag PEMD, d'un diag ressources, des diag plomb, des diag amiante. Il est utile de dire que c'est primordial dans certains produits qui vont matériaux de faire un travail de requalification avant même que les produits soient déposés. On va le voir un peu tout à l'heure quand je vais vous montrer un cas de parement de marbre. Je dirais que la mission Pass Réemploi et la mission des bureaux de contrôle se passent en 2 phases, un peu, et dans la prolongation des phases d'un projet. Donc il y a la conception puis il y a l'exécution. La première phase, c'est les pièces marchées, les intentions. On essaye de dire ce qu'on fait pour ensuite faire ce qu'on dit. J'aime bien cette phrase. Donc, la première chose, c'est d'émettre des avis sur les pièces marchées. On a besoin de savoir qui est en charge de envoyer des briques de terre cuite dans les laboratoires
pour faire des essais de compression ou faire des essais de gel-dégel. On a besoin de savoir qui va faire des notes de calcul pour réussir à tester une poutre en bois de réemploi conformément aux Eurocode 5. On a besoin de savoir qui va faire les plans d'implantation des portes coupe-feu dans un ouvrage et tout un tas de documents qui feront foi dès lors que des entreprises vont répondre à des appels d'offres. Vous avez tous dans la salle été confrontés à des situations où des entreprises n'allaient peut-être pas dans votre sens parce que finalement les pièces marchées n'étaient pas suffisamment claires. Là, vous pouvez être sûr que dès lors qu'il y a du réemploi, il est important de cadrer qui est à la charge de quoi en matière de requalification en phase conception. Et ensuite, la deuxième phase, c'est la phase exécution, dès lors qu'il y a tous les acteurs qui sont autour du projet. Et généralement, c'est cette phase-là où on commence à avoir la ressource. Parce qu'en conception, la ressource, c'est que dans une volonté d'intention. Elle n'est même pas encore ciblée. On ne sait pas d'où elle vient finalement. Des fois, elle est in situ, mais dans la plupart des cas, elle est ex situ. Et bien finalement, avant la mise en œuvre sur chantier, on a besoin de récolter, nous, en tant que bureau de contrôle, un dossier de requalification. On le verra dans la deuxième partie, ce qui comporte, sur lesquels on va avoir toutes les garanties, toutes les preuves, comme quoi le matériau, le produit, l'équipement, va réussir à être il va réussir à avoir les bonnes caractéristiques par rapport à la base des normes du neuf. On pourra voir dans la deuxième partie comment on critique les normes du neuf, et notamment la question de l'échantillonnage, qui pour moi est le flou à l'heure actuelle pour pouvoir réussir à développer des règles professionnelles. Comme il a été si bien dit, à l'heure actuelle, en technique courante, il n'y a que les règles professionnelles du réemploi de charpente métallique. Tous les autres produits équipements matériaux, si vous voulez les mettre en œuvre, eh ben, j'aime dire que c'est à vous, maîtrise d'œuvre, maître d'ouvrage, équipe de conception, de définir vos propres protocoles. On va voir tout à l'heure des protocoles de triage, des protocoles d'échantillonnage, des protocoles de dépose, des protocoles de stockage. Quand il n'y a pas de référentiel, c'est à l'équipe du projet de définir son propre référentiel. Et après, c'est à nous, bureau de contrôle et autres acteurs, de critiquer si le référentiel est suffisamment établi pour qu'on soit sûr que demain, il n'y aura pas de sinistre avec vos produits équipements matériaux de réemploi. Maintenant, je terminerai un peu sur ces slides-là qui sont très schématiques et conceptuels. Dans le contrôle de performance et de caractéristiques de produits neufs, et ben finalement, dans le cas du neuf, c'est assez simple. Des fois pas si simple, mais toujours est-il qu'il y a une usine, elle a une production, il y a un contrôle de production en usine. L'usine a elle-même des contrôles externes. Et quand on est contrôleur technique, mais finalement architecte, maître d'œuvre, entreprise, si on doit avoir le classement UPEC d'un carrelage, on demandera la fiche du classement UPEC du carrelage. Et dès lors qu'on sera sur le chantier, eh bien, une menuiserie extérieure, on va s'assurer que la menuiserie extérieure a les bonnes performances AEV notamment. Ou une porte, si elle doit être coupe-feu une demi-heure, eh ben, on va devoir obtenir le PV au feu une demi-heure. Sauf que entre le neuf et le réemploi, il y a quand même du temps qui est passé et il est nécessaire d'avoir une certaine dose d'information sur le matériau pour qu'on puisse réussir à savoir comment il s'est dégradé et s'il s'est suffisamment peu dégradé pour qu'il puisse être réemployé. À gauche, un parement de marbre neuf, à droite, un parement de marbre de réemploi avec une intention de réemploi. À gauche, des briques de terre cuite sorties d'usine. À droite, des briques de terre cuite qui ont été déposées et où on est dans une intention de les remettre dans le même usage. Voilà. Et finalement, dans cette partie-là, l'histoire se corse. Parce qu'il n'y a plus d'usine, on a juste une palette avec des briques, avec des portes, des carrelages ou des rails de chemin de câble. On n'a plus de contrôle de production d'usine, on n'a plus de contrôle externe. Les fiches neuves sont pour la plupart obsolètes. Les performances dans les fiches neuves ne sont plus les mêmes sur le produit de réemploi. On a fait un projet de réemploi de briques de terre cuite à Pantin, où la seule information que l'on avait, c'est qu'elle venait aux alentours de Bruxelles à 15 km à la ronde. 15 km à la ronde. Si on avait eu l'âge des briques, si on avait su si elles étaient porteuses ou non porteuses, si elles avaient été exposées à des produits chimiques, si elles avaient été exposées à de l'humidité, et ben peut-être qu'on aurait pu
ou pas se dédouaner de faire des essais de gel-dégel ou des essais de compression. Donc là, vous allez vite comprendre que Alpes Control et vous, équipe de maîtrise d'œuvre, vous êtes à la charge de reconstruire un dossier de requalification, donc reconstruire un dossier qui est utile pour le bureau de contrôle afin de mettre des avis, mais utile aussi pour les assureurs afin d'être assurés. Voilà, donc tout est cohérent. Et donc voilà, pour faire simple et pour finir, la mission Passe Réemploi est une mission qui nous permet d'être assurés et qui nous permet aussi d'avoir du temps à émettre des avis sur un dossier de requalification. Et je vous donnerai un exemple sur la deuxième partie. Voilà. Et juste avant de conclure sur ce thème-là, comment ça se passe aujourd'hui dans l'univers des bureaux de contrôle de manière générale, peut-être en 30 secondes? Alors oui, en 30 secondes, il n'y a pas de mission cadrée filiance homogène à tous les bureaux de contrôle. Tous les bureaux de contrôle sont libres d'avoir leur propre mission spécifique. Donc à l'heure actuelle, la plupart des bureaux de contrôle ont une mission qui est cadrée. Chez nous, c'est Passe Réemploi. Chez les autres, ça aura un nom différent. Grosso modo, on est tous d'accord sur la méthode, la manière d'émettre des avis sur les dossiers de requalification. Plus le temps passera, plus cette mission sera plus harmonieuse, on va dire, mais pour avoir discuté avec un certain nombre de bureaux de contrôle, la technique de vérification est très très claire. Maintenant, nous, chez Alpes Contrôle, on a fait le choix d'avoir un passe réemploi qui est le même à Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Brest, Lille. Il faut être qualifié réemploi pour pouvoir émettre des avis sur un dossier de réemploi. S'il n'y a pas cette mission-là, je ne vois pas comment la position de la direction technique sera tenue peu importe où en France. C'est beau de sortir une mission, il faut que la mission soit cadrée, il ne faut pas que cette mission soit lâchée dans la nature pour les collaborateurs sur le terrain. Voilà. Merci. Marie, on va te passer le micro. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites chez Coudray Urban Law? Bonsoir à tous. Merci au GPV pour l'invitation. Au cabinet, en tant que cabinet d'avocats, on a deux missions en termes de matériaux de réemploi. La première, c'est l'accompagnement des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre dans la rédaction des pièces, dans la consultation, que ça soit en marché privé ou marché public. Alors moi, plus spécifiquement en marché public, parce que comme M. Klein l'a très bien dit, la commande publique reste un bon levier aujourd'hui, bon levier d'utilisation des matériaux de réemploi et probablement un fer de lance dans ce domaine pour prévoir des clauses limitatives de responsabilité ou peut-être encadrer un peu plus, si possible, les garanties qui sont susceptibles d'être levées. Donc on accompagne, nous, les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre dans la rédaction des contrats et dans l'encadrement des différentes missions qui peuvent être confiées. On voit assez régulièrement, des clauses types où l'entreprise de travaux, dès lors qu'elle est confrontée à un matériau de réemploi, a 15 jours pour déclarer un dysfonctionnement au maître d'œuvre. Si elle ne déclare pas dans les 15 jours ce dysfonctionnement, elle ne pourra pas se prévaloir d'un désordre lié à ce matériau de réemploi. Donc c'est ce type de clause, notamment en marché public, que l'on peut retrouver qui permet d'encadrer la mission et du maître d'œuvre et de l'entreprise. Et puis, on a évidemment cette mission de contentieuse, cette mission liée au litige. Si ces matériaux de réemploi l'utilisation, le recours des matériaux de réemploi est une démarche vertueuse, en tant qu'avocat, on a de nombreux défis qui vont s'annoncer sur les litiges en matière de construction pure, assurantielle aussi également, puisqu'aujourd'hui, la jurisprudence est légère en la matière. Donc on attend avec impatience finalement que les juges se prononcent davantage. Et puis on a eu une troisième mission. Nous avons travaillé avec le GPV pour créer ce guide juridique de réemploi des matériaux de construction à l'intention des artisans. Ce guide, on a travaillé en collaboration avec le GPV pour remplir deux objectifs. Le premier, fournir des repères pratiques et juridiques à destination des acteurs du bâtiment. Là, ce premier guide, c'est à destination des artisans.
Alors, guide, des repères pratiques et juridiques, des repères aussi très pédagogiques. L'objectif était de ne pas noyer un artisan sous la réglementation, sous la jurisprudence applicable. L'objectif était plutôt de sensibiliser sur les matériaux de réemploi à travers, alors là, vous voyez qu'une épreuve, mais à travers des schémas et à travers l'exposé des droits, obligations, responsabilités susceptibles d'être engagées des artisans lors de l'utilisation des matériaux de réemploi. Et puis le deuxième objectif que l'on avait avec le GPV, c'était de tenter de lever les freins qu'il pouvait y avoir chez les artisans dans l'usage des matériaux de réemploi. Donc évidemment, ça passe par un guide de bonnes pratiques, et bonnes pratiques liées à la traçabilité, cette exigence de traçabilité qui s'impose lors de l'utilisation de réemploi, et puis le nécessaire contrôle. Et donc ce guide, je pense, va satisfaire ces deux objectifs. On espère aussi qu'il va pouvoir inciter les artisans à recourir aux matériaux de réemploi, et puis, si il fonctionne bien, déployer ce guide à d'autres destinataires, d'autres acteurs du bâtiment. Merci beaucoup. Et du coup, si ça vous va, on va passer à une phase un peu plus concrète, avec des exemples concrets de projets. Donc, Monsieur Klein, vous nous parliez d'une opération, et d'une opération dans l'Est. À vous. Je ne sais pas si... Allez-y, elles sont là, toutes les trois. Les trois d'un coup. Alors, oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ce matin, j'étais donc au ministère de la Culture pour parler des matériaux biosourcés, géosourcés, et en annexe, le réemploi. Il faut savoir que les assureurs, en tout cas Allianz a fait la remarque, aujourd'hui n'ont pas de demande d'extension de garantie de leurs assurés. Donc attention, effectivement, les bonnes pratiques passent aussi par l'assurance, parce qu'on peut mettre tous les protocoles et tous les processus vertueux en place. S'il y a un sinistre et qu'il n'y a pas d'assureur derrière, ça sera une catastrophe. Ce sera une catastrophe pour l'artisan, évidemment, parce qu'il n'aura pas la capacité peut-être à prendre en charge un sinistre, et pour les autres. Donc voilà, donc je rappelle, parce qu'aujourd'hui, je le dis et je le répète, il y a très peu de possibilités au regard de la normalisation des risques, si on appelle ça comme ça, par rapport à la C2P, l'agence qualité construction, et le contrôleur technique, il vous a quand même fait un petit rappel de ce qu'il fait, de ce qu'il contrôle. J'ai aussi une particularité, c'est que le contrôleur technique n'a pas la capacité aujourd'hui à qualifier le matériau. En tout cas, pour moi, qui assure BTP, Alpes Contrôle aussi, et BTP d'ailleurs, deux contrôleurs techniques du territoire qui interviennent sur le réemploi, on ne les assure pas pour la qualification du matériau. Donc ça veut dire qu'ils vont donner des règles, des protocoles, des processus, et ça me permet d'expliquer ce que j'ai vécu en Alsace. Vous savez que quand on parle de la ressource, évidemment, dans quelques opérations, la ressource, elle est connue très en amont. En Alsace, il y a eu une période, je ne sais pas si elle est encore en cours, de démantèlement des casernes. Vous savez, il y a beaucoup de casernes à Strasbourg, c'est normal. Alors, je pense que quand on avait pensé ça, on ne pensait pas à la guerre. Peut-être que maintenant, on les démantèlerait plus. Mais en tout cas, à l'époque, il y a à peu près 2 ans, c'était le cas. Et un adhérent de la MAF, très, très performant en matière de réemploi, quelqu'un qui est très, très militant, m'appelle en plein été, j'étais en vacances, et il m'explique qu'il y a un contrôleur technique sur l'opération, qui est là depuis le début, qui n'a pas de mission passe réemploi, évidemment. Et on lui demande de qualifier, lui, architecte, les matériaux. Donc, évidemment, ces matériaux, puisqu'on va construire un collège avec des matériaux qui viennent d'une caserne, donc on est quand même sur des matériaux qui auront un effet structurel, clos couvert, donc on est sur des matériaux qui ont sans aucun doute le caractère et notamment la saveur de la décennale en cas de sinistre, donc on est quand même sur quelque chose qui nécessite d'avoir une assurance. Vous voyez. Et donc, il m'explique qu'on lui demande, à lui, architecte, de qualifier les matériaux. Donc, comme je vous le dis à vous, je ne pense pas que c'est votre travail, mais je commence à lui donner des idées. Bon, j'étais un petit peu dubitatif sur la question. C'est vrai que je n'ai pas pensé à lui dire de demander au contrôleur technique plus de précision. J'aurais peut-être dû, vous verrez mon erreur, parce que je me sentais un petit peu crétin dans l'affaire. Je lui dis, écoutez, de toute façon, vous ne pouvez pas le faire, mais il va falloir faire un échantillonnage. Voilà, donc voilà. Avec l'AMO Remploi, il y avait un AMO Remploi, donc c'était quand même c'était pas mal. Voilà.
Ils font leur boulot, l'échantillonnage. Ils me rappellent au mois de novembre. Et là, au mois de novembre, il est catastrophé. Le contrôleur technique, qui avait pourtant été très enthousiaste sur le projet, envoie le rapport à Paris. Et le siège de Paris lui dit complètement fou, mon gars, tu remets des avis défavorables partout. Et on se retrouve avec une opération qui, in fine, est très avancée, ne peut plus se faire parce qu'on a un veto du contrôleur technique. Donc l'adhérent me rappelle en me disant merci pour vos conseils, hein, voilà le résultat. Donc évidemment, je n'étais pas très à l'aise. Donc je vais à Strasbourg, je rencontre le maître d'ouvrage. Comme je dis, j'avais un parterre de juristes de l'administration en face de moi qui sont en train de m'expliquer qu'eux, ils sont leur propre assureur, qu'il n'y a pas de problème. Je l'explique que ce n'est pas vrai, puisque évidemment, si eux n'ont pas toutes les obligations d'assurance des autres, quand il y a un problème, ils vont chercher la société des constructeurs. Donc, ils les mettent en cause. Et que si j'avais effectivement l'impression qu'ils n'avaient aucun recours contre les constructeurs, ma présence n'avait aucun sens. Et vous n'auriez pas beaucoup de boulot parce qu'il n'y aurait plus de contentieux administratif avec les architectes, les entreprises, avec les maîtres d'ouvrage publics, puisqu'ils prendraient tout en charge eux-mêmes. Donc, on réglerait nos problèmes, in fine. Voilà. Mais ça n'arrivera pas. Donc, j'aurais rappelé quand même que le contexte était moins simple qu'ils ne le pensaient. Et on est dans une opération où on a un AMO réemploi. Son assureur qui est là, assureur local, lui explique que dans la mesure où il y a un avis défavorable du contrôleur technique, il ne sera pas assuré. Donc l'AMO réemploi n'est pas assuré pour le remploi. Donc déjà, ça tourne dans la tête de la jeune femme qui était là, qui était charmante d'ailleurs. Et puis, on nous explique que non, de toute façon, ça sera non. Et au bout d'un moment, je me fâche parce que je dis, écoutez, il y a quand même un vrai problème, c'est qu'il y a quand même un dossier technique qui a été fait par l'architecte. Voilà. Alors évidemment, le contrôleur technique de l'époque, il n'avait pas de mission spécifique, donc il n'a pas de raison de se mêler du sujet. On sait très bien. Hein. Ils sont beaucoup plus sérieux que les architectes et les contrôleurs techniques. Ils ne se mêlent pas de ce qu'ils ne regardent pas. Non, mais c'est vrai, c'est aussi une des qualités. Je le répète et je le dis. J'ai eu ce matin un architecte. Je lui ai dit ce que je vous dis, c'est qu'il a une mission de conception. Il n'a pas de DET, il y a un MOX sur l'opération, il voit que les isolants matériaux biosourcés sont à l'eau, et donc je ne sais pas ce qu'il fait sur le chantier, il n'a pas de mission, hein, mais en tout cas il est sur le chantier. Il fait plein de courriers en disant attention, les isolants, il faut les mettre ailleurs. On lui dit t'inquiète pas, ça va marcher, on met les isolants en place, évidemment ça ne marche pas, il y a un sinistre. Il est convoqué, il me dit mais je n'ai pas la mission. Mais il y a plein de courriers de ta part. Enfin, voilà. Tu aurais été contrôleur technique, tu n'avais pas la mission, tu n'y allais pas. C'est normal. Mais moi, c'est ce que je demande. Donc voilà. Donc, sachez, c'est une petite aparté, ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Faites comme les contrôleurs techniques. Mais c'est logique, parce que le devoir de conseil, il est limité à la mission que vous avez. Et si vous élargissez vous-même votre mission, vous allez élargir votre devoir de conseil. Voilà. Ça, c'est un petit conseil de juriste. Je pense que vous n'allez pas me contrarier, maître. Hein. Voilà. Donc, on verra après. Donc la question effectivement de cette opération de Strasbourg, c'est qu'on se retrouve dans un statu quo total. Et là, donc personne ne veut assurer. Et miracle, le contrôleur technique peut potentiellement revenir sur sa position si on lui donne une mission du style passe réemploi. Voilà. Et ça, c'est miraculeux. Alors évidemment, ne pensez pas que c'est simple, parce que le maître d'ouvrage public, ah ben non, vous comprenez, je ne peux pas donner une mission complémentaire, c'est pas possible. Ça ne coûte pas non plus des centaines de milliers d'euros. Hein. Devant, j'ai même proposé de la payer moi-même parce qu'il fallait quand même qu'on avance. Donc, on arrive quand même petit à petit à avancer. Et il faut savoir que cette opération, ça a été laborieux parce qu'après, il y a des poutres qui posaient des problèmes par rapport à la sécurité incendie. Donc, il a fallu désigner notre ami Henriot, spécialiste en incendie de la MAF, pour qu'il aille voir. Enfin, on a passé notre temps à accompagner l'adhérent. Alors, il n'y a pas de sinistre. Hein. On est dans l'accompagnement qui n'est pas de l'assurance, en réalité. Voilà. Et ça a été laborieux, ça s'est fait, mais ça s'est fait dans la douleur. Donc c'est vrai que cette expérience-là et certaines autres m'ont amené à penser qu'il faut effectivement anticiper, voilà, donc donner les bonnes missions aux bons acteurs. Et puis la problématique d'assurance, on va voir qu'elle est importante. Et alors je vous ai mis ici, je pense que vous aurez lu, hein, ce qui est intéressant en bas, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est que tout le monde n'est pas assuré pour tout, hein, loin de là. Hein. Vous êtes les seuls à avoir une assurance pour tout. Donc il faut l'avoir en tête parce que ça ne peut pas être naturel chez vous. Vous n'avez pas tous les matins à m'appeler pour me demander, au fait, je vais faire ça, est-ce que je peux le faire? Au fait, je suis mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre. Est-ce que je suis assuré si je suis mandataire? Ça existe partout. Hein. Vous avez une chance inouïe de ne pas avoir toutes ces contraintes qui seront des contraintes intellectuelles fortes quand même. Hein, parce que le jour du sinistre, quand on vous dit « Ah, tu es mandataire et tu n'es pas assuré parce que tu étais mandataire, il fallait une demande de dérogation », ben, c'est un peu compliqué.
Donc ça, regardez bien quand même. Il n'y a pas grand-chose, mais quand même, vous pouvez regarder. Et surtout, là, je vous ai fait un petit schéma du cycle. Alors, on commence là, on voit tous les gens qu'il y a. Il y a un AMO, il y a un contrôleur technique avec plusieurs missions. Et puis, on a un certain nombre de jalons. On voit qu'on a des jalons d'assurance, on a les diagnostics PEMD. Enfin, on a quand même un schéma qui est... c'est très joli comme schéma, mais il y a quand même beaucoup de contraintes et il ne faut pas les louper. Et on va avoir à un moment donné l'appel d'offres tout à l'heure. Vous avez parlé effectivement des marchés. Il va falloir ne pas oublier un lot zéro, réemploi, avec CCTP ouvert ou fermé en fonction de si on a la ressource, si on ne l'a pas. Il ne faut pas oublier aussi des clauses d'assurance spécifiques. Enfin, c'est autre chose. C'est autre chose. Et aujourd'hui, la plupart du temps, c'est autre chose. Il est pris un peu tard. Et vous, maître d'œuvre, si vous avez un maître d'ouvrage qui a la foi et qui a la croyance, ça va peut-être le faire. Mais si le maître d'ouvrage, il n'a aucun intérêt économique. Alors peut-être qu'avec l'augmentation du prix des matériaux, ça change. Mais il y a quelques années en arrière, c'était plus cher. Voilà. Donc ça veut dire que le maître d'ouvrage, il faut vraiment qu'il y croie et qu'il vous accompagne. Et ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Donc vous avez-vous intérêt, quand vous êtes sur ce type d'opération, rappeler au maître d'ouvrage qu'il y a des contraintes, qu'il va falloir un peu plus de temps, il va falloir des moyens, il faut des acteurs, voilà, il faut des missions spécifiques contrôleurs techniques, tout ça, ça s'anticipe. Et si on ne l'anticipe pas, on va arriver effectivement à une opération qui va être inassurable. Alors, moi j'entendais ce matin, bah, c'est pas grave, on se met en liquidation judiciaire et puis le maître d'ouvrage il est planté et puis moi je fais autre chose. Ça marche pas chez les architectes. L'architecte, moi j'ai un très gros dossier à la MAF avec un architecte qui n'est pas garanti par la MAF parce que ce sont des pénalités contractuelles qui ne sont pas prises par les contrats d'assurance. Il doit rembourser des honoraires qu'il aurait perçus à tort puisqu'il n'a pas fait la mission, soi-disant. Mais ça, c'est l'appréciation souveraine du juge. C'est jusqu'au Conseil d'État, on n'a pas gagné. Bon, bah, c'est comme ça. Enfin, c'est lui parce que c'est son problème. Il a 1 million d'honoraires et de pénalités à payer à un maître d'ouvrage. Je lui ai proposé de se mettre en liquidation. Il m'a expliqué qu'il ne pouvait plus jamais prétendre à concourir sur des marchés publics du niveau qu'il concourt aujourd'hui. Donc, il ne s'est pas mis en liquidation. Donc, on l'a accompagné. On vient de sortir le dossier il y a quelques jours, dans des conditions difficiles. Mais vous ne pouvez pas nécessairement, tous les architectes de cette salle, vous mettre en liquidation tous les 4 matins pour échapper à une condamnation d'un sinistre. Voilà. Donc, soyez vigilants, je vous le dis. Parce que, évidemment, la question d'un sinistre non garanti, c'est une catastrophe. Vous n'avez pas de sujet, puisqu'aujourd'hui, vous êtes couvert pour le réemploi. Mais n'empêche que si vous avez des gens autour de vous qui vous transfèrent leurs risques, ça aura un impact aussi sur la MAF à terme. Parce qu'évidemment, la MAF, c'est votre mutuelle. Elle n'a pas d'actionnaire, c'est vous les actionnaires de la MAF. C'est vous qui la financez. Et donc, on doit être tous ensemble amenés à gérer les opérations en suivant ce cycle, ce processus et ces étapes pour être sûr que ça soit faisable et que vous viviez tranquille en cas de problème. Voilà, que tout le monde joue le rôle qu'il doit jouer, c'est-à-dire assumer ses risques. Il n'y a rien de plus stressant et pénalisant que de prendre la part des autres. Je peux vous le dire, c'est très, très désagréable. Et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vécu. Et à la MAF, aujourd'hui, entre 20 et 30% de nos règlements sinistres, c'est de l'insolidum. Des gens qui ne sont pas assurés, mal assurés. J'espère que vous n'avez pas trop peur. Personne n'est parti encore, c'est bon? Non, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne dis pas que ce n'est pas possible. On dit toujours un homme averti en vaut 2. Vous nous donnerez vos 2 super conseils à la fin. Ouais. Exactement. Pierre-Luc, on va continuer dans la poésie avec les parements de marbre. Il y a une autre petite slide après, pardon. Ça sera les conseils. On verra après. On le remettra après. Voilà, exactement. Merci. Alors, je reprends la parole. Merci, Monsieur Klein. Avant de parler de ce cas concret, on est très au courant chez Alpe Control qu'il n'y a qu'un seul produit équipement matériaux, la charpente métallique de réemploi, qui est en technique courante. Donc, on n'a pas attendu que les autres produits équipement matériaux soient en technique courante pour avoir une position. Donc, dès lors que vous missionnez Alpe Control sur une mission passe réemploi, déjà, pour chiffrer la mission, on a besoin de savoir quels sont vos produits équipements matériaux que vous voulez mettre en place. La mission est au prix du temps que l'on va passer. Il y a des produits qui sont facilement réemployables, d'autres qui sont atteignables, certains qui sont complexes, d'autres hors mission, certains complètement défavorables. C'est notre position. Et ensuite, le chiffrage, comme je vous dis, ce sera autant passé à la mission. Donc un facile, il aura de très bonnes chances de
de trouver sa place dans un ouvrage. Voilà. Pourquoi ? Parce que avec un simple diagnostic visuel de solidité, on arrivera à savoir si oui ou non il peut être bien trié ou pas. Et certains, comme le parement de marbre, demandent beaucoup plus de temps, donc on a besoin de vivre comme tout le monde. Par exemple, sur ce projet à l'ENSA de l'École nationale des arts décoratifs à Paris, j'ai dû passer au moins 25 heures dessus. Et là, les parements de marbre sont déposés, pas encore reposés. La mission réemploi, ils n'ont pas encore leur avis favorable sur le réemploi de parements de marbre. L'histoire de ce projet-là, c'est que l'ENSAD a une paroi existante. Ce qui facilite les choses, c'est que le maître d'ouvrage est propriétaire de son matériau. Il veut le revaloriser. La chance que l'on a aussi, c'est que le parement de marbre, il est à la disposition de l'équipe pendant toute la phase de conception. Donc, on n'a pas attendu le début de l'exécution pour commencer la requalification de ce parement de marbre de réemploi qui est in situ. Et ils veulent le réemployer sur l'extension de l'école qui sera fait dans la cour intérieure. Sur un support béton, il va passer sur un support bois. La chance que l'on a, c'est qu'il y a des fixations de parements de marbre type V-clip sous avis technique qui visent les fixations de parements de marbre sur support ossature bois. Et donc là, ça va être un exemple assez parlant pour vous dire que tout ce que l'on a dû faire pour pouvoir réemployer ces parements de marbre. Dans un premier temps, on a besoin d'avoir un diagnostic PEMD. Quel est le quantitatif de parements de marbre qu'il y a sur cette fameuse façade ? 3 d'ailleurs, nord, est et ouest. On a besoin d'avoir un diagnostic ressources. Donc, qu'est-ce que va contenir un diagnostic ressources ? La fiche technique du parement de marbre. On a besoin de savoir quel est son âge. On a besoin d'avoir les plans initiaux du bâtiment d'origine. On a besoin d'avoir la fiche technique, la déclaration de performance, un certain nombre d'informations sur les systèmes de fixation. On a besoin d'avoir un bureau d'études qui fait le diagnostic ressources pour savoir comment sont fixés les parements de marbre qui ne sont pas encore déposés. Et ensuite, on va demander un certain nombre de protocoles. Comme je vous dis, il n'y a pas de règles professionnelles, de recommandations professionnelles. Attention, recommandations professionnelles. Si vous êtes avec une charpente métallique, vous suivez à la lettre les recommandations professionnelles. Vous êtes en technique courante parce que vous suivez à la lettre les recommandations professionnelles. Comme là, il n'y a pas de recommandations professionnelles de parement de marbre, c'est à l'équipe de maîtrise d'œuvre, accompagnée par des AMO réemploi, bureau d'études réemploi, architecte, marbrier, qui va lui-même nous proposer son propre référentiel. Voilà. Donc on va demander un protocole de dépose, un protocole de stockage, un protocole de pose. Ce qui est important, c'est les protocoles d'échantillonnage. Et donc maintenant, je vous avais dit que j'allais en parler, donc je vais en parler maintenant. On se base toujours sur la base des normes du neuf pour pouvoir requalifier les matériaux. Si on fait des essais de compression, des essais de gel-dégel sur des briques, eh ben on va se servir des résultats de performance minimale à obtenir sur les compressions et les gel-dégel des briques pour savoir si la brique est toujours en capacité de tenir ou pas dans le temps. Sauf que c'est un cas parlant, les briques. C'est que quand on lit la norme d'échantillonnage des briques qui doivent être soumises aux essais, c'est prendre une brique tous les 1000 briques. Donc là, on va vite comprendre qu'en fait, quand on fait des essais sur des produits neufs, c'est pas pour critiquer la performance des briques neuves, c'est pour critiquer le processus de fabrication des briques neuves. C'est pour savoir si tous les 1000 briques, on a continué à avoir la même température de cuisson, si au bout de 1000 briques passées, on est toujours sur la même température et la même durée de cuisson, vous m'avez compris. Alors qu'avec le réemploi, si on veut partir d'un référentiel qui est l'échantillonnage des normes du neuf, on va être assez large et trop loin de la réalité parce que le lot de réemploi sera beaucoup plus hétérogène que des produits neufs. Vous avez toujours en tête l'image de tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que consiste un protocole d'échantillonnage ? Comme dit M. Klein à juste titre, nous ne sommes pas concepteurs, nous ne faisons pas la requalification des produits équipements matériaux de réemploi. Nous demandons un dossier avec l'ensemble des documents qui sont listés devant vos yeux pour qu'on puisse émettre des avis sur ce dossier-là qui est à la charge des gens qui sont en charge de la conception. Et donc, ils m'ont proposé de faire un protocole de zonage où ils allaient prendre les parements de marbre les plus défavorables de la façade est, nord et ouest. J'ai mis un avis favorable sur le principe de zonage. Et ensuite, protocole d'échantillonnage. L'idée est de prendre le parement de marbre le plus défavorable de la façade.
moyennant un diagnostic visuel de solidité pour savoir où est le parement de marbre le plus défavorable. Et ensuite, on va faire une batterie d'essais sur ce parement de marbre. Maintenant, nous, bureau de contrôle, je vous ai dit que j'ai passé plus de 25 heures sur ce projet-là, il n'est pas encore qualifié. Et je suis dans l'attente d'obtenir les protocoles d'essai. Quels sont les essais que vous voulez faire sur les échantillons de parement de marbre pour pouvoir le requalifier sur la base des normes du 9. Toujours la même chose. Et ensuite, dès lors qu'il y a un protocole d'essai validé, je suis dans l'attente d'obtenir les résultats des essais. Ensuite, s'il faut faire des traitements pour X raisons, je demande le protocole de traitement. Et après, détail, notes de calcul de la remise en œuvre et documents écrits, graphiques qui vont bien avec l'affaire. Et petite histoire, donc là en image vous avez les échantillons d'une des façades de réemploi. Dans un premier temps, moi j'ai obtenu les plans, les échantillons des façades, et manque de peau, ils avaient pris des échantillons que sur la façade nord. Donc moi, avis défavorable sur la façade est et ouest. Si vous voulez faire des essais uniquement sur la façade nord, vous pourrez réemployer si les essais sont favorables que sur la façade nord. Ensuite, ils me renvoient des plans d'implantation des échantillonnages sur les façades est, ouest et nord. Enfin, super. Et après, moi, je leur ai demandé de me mettre les plans d'implantation et où étaient localisées les éprouvettes pour pouvoir faire des essais. Et là, je fais mon petit contrôle et je vois que les essais de flexion sont que sur la façade est et nord. Avis défavorable sur la requalification des parements de façade de la façade ouest, parce que tous les essais n'ont pas été faits sur tous les échantillons de tous les zonages des façades. Résultat des courses, j'obtiens les essais. Les essais sont tous favorables et très très proches des valeurs des caractéristiques du 9. Donc là, en tant que bureau de contrôle, je ne me fie pas à des croyances, je ne me fie pas à des paroles, je ne me fie pas à des intentions, je me base sur des preuves quantitatives. Je me base sur des documents et des performances. Et à l'heure actuelle, ils ont fait les déposes conformément au protocole de dépose. Parce que je pars du principe que si j'ai validé le protocole de dépose, les essais du parement de marbre le plus défavorable, en fait, tous les autres parements de marbre seront bien déposés à des fins que pendant la dépose, les caractéristiques et les performances des parements de marbre ne seront pas altérées. Voilà, on est dans cette logique-là. Et maintenant, à l'heure actuelle, on est en cours d'exécution. Je n'ai pas encore contrôlé la mise en œuvre, mais on est dans la bonne voie pour pouvoir émettre un avis favorable sur ce réemploi de parements de marbre. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a des produits équipements matériaux qui sont faciles, des éviers, des lavabos, des rails de chemin de câble, ou autres produits équipements matériaux. Finalement, sans très peu d'informations, il y aura de bonnes chances, moyennant une rigueur dans la requalification, dans le triage et dans la sélection, de mettre en œuvre des produits qui tiendront la route à l'avenir. Maintenant, il y a des produits équipements matériaux qui sont atteignables et je suis dans l'impossibilité de vous dire au début de la mission si on va pouvoir les réemployer ou pas. Voilà, ça c'est très clair. Et voilà, donc c'est... et en conclusion, Alpe Control, on a une position sur plus d'une trentaine de produits équipements matériaux. Donc dès lors que vous avez un projet en France, le chargé d'affaires crée une visio avec moi-même dans un premier temps, et on sait vous dire si c'est atteignable, facile, complexe, hors mission. Et après, dans un deuxième temps, on souhaite que ce soit vous qui nous donniez vos intentions, vous nous donniez le cahier des charges de requalification. C'est pas à nous de vous donner la liste des documents à fournir. On n'est que bureau de contrôle. C'est au concepteur de monter le dossier. Dès lors qu'on a un premier jet de la liste des documents que vous voulez faire, peut-être qu'il y aura des avis suspendus parce qu'il manque des documents. Mais maintenant, vous avez compris la démarche. Voilà. Je vous donnerai un peu plus d'infos sur la troisième partie. Merci. Merci. Donc, je dois avouer que c'est toi qui as écrit ma relance. Donc, je vais lire ta relance. Est-ce que si un maître d'ouvrage sollicite des travaux incluant du réemploi, il supporte une responsabilité de l'ouvrage? Merci. Alors, je n'ai pas fait, vous voyez, c'est vide, je n'ai pas fait de jolis slides avec de belles photos. C'est frustrant d'arriver en troisième position parce que j'ai envie de parler à chaque fois. Je voulais, dans mon exemple, je vous ai pris un exemple de maîtrise d'ouvrage et de responsabilité, d'exemple de chaîne de responsabilité. Mais au préalable, je voulais revenir sur la maîtrise d'ouvrage public. Parce que vous avez un rôle, vous le savez, avec la maîtrise d'ouvrage public, dans la définition
des marchés de travaux que vous passerez. La maîtrise d'ouvrage public, elle a cette fonction de sourcing, de définition du besoin, et le réemploi, sa recherche de réemploi, elle doit absolument intervenir lors de la définition de ces besoins. Et donc ça doit forcément venir, elle doit forcément le définir pour vous lorsque vous passez un concours de maîtrise d'œuvre dans les prix, une mission supplémentaire, mais aussi dans les pièces du marché. Vous savez parfaitement vous retrouver devant des maîtres d'ouvrage publics qui ont mal défini votre concours, ou qui vont, au détour d'un CCTP également mal défini, vous mettre une mission de réemploi très peu précisée et pas chiffrée. Il vous incombe, et ça c'est un premier conseil, lorsque vous passez des concours de maîtrise d'œuvre, n'hésitez pas à poser des questions et évitez de répondre à ce type de marché, parce que vous allez avoir un prix forfaitaire où on va vous imposer une mission de réemploi avec toutes les obligations et toutes les responsabilités d'une mission de réemploi que vous n'aurez pas forcément chiffrées. Donc si le maître d'ouvrage public a évidemment une grande mission dans sa définition du besoin, ils ne sont pas toujours malheureusement accompagnés d'AMO réemploi, ce qui est bien dommage, et donc ne sont pas toujours bien capables de définir leurs besoins. N'hésitez pas, vous, à aller plus loin lors de la mise en concurrence, et puis évidemment lorsque vous allez écrire les marchés de travaux. Pour mon exemple et répondre à ta question, il y a un arrêt que j'ai trouvé assez intéressant. Il s'agissait d'une activité viticole, construction d'une cave à vin. Au bout d'1 an après la réception des travaux, affaissement de la dalle devant le bâtiment. L'expert considère que cet affaissement de la dalle est dû à une insuffisance de compactage. La dalle était en dessous de la dalle, le remblai était fait en matériaux de réemploi. La Cour de cassation, le juge de la Cour de la cassation, a considéré premièrement que le lot VRD terrassement n'était pas responsable puisqu'il n'était pas informé de l'usage de la dalle. Donc ils avaient posé les matériaux de réemploi dans le remblai, mais n'étant pas informés de la destination et de la pose de la dalle future, sa responsabilité a été écartée. En revanche, le juge de la Cour de cassation a retenu 2 responsabilités, celle du maître d'œuvre. Celle du maître d'œuvre, et là je rebondis sur ce que M. Klein disait, aucune mission de réemploi, mais le maître d'œuvre, dans ses PV de chantier, n'a cessé de mentionner l'existence de ces matériaux de réemploi et n'a cessé de le constater. Donc la Cour de cassation a considéré qu'il était responsable. Et le maître d'œuvre se dit, je vais tenter de réduire la réparation, le droit à réparation du maître d'ouvrage, et de réduire par le même effet ma responsabilité. Et la Cour de cassation a refusé. Il ne s'agit pas d'une immixtion fautive du maître d'ouvrage, quand bien même il a été à l'origine du réemploi, quand bien même il a été à l'origine de ce choix de matériaux de réemploi. Alors, on a une tendance en 2024 où il y a une évolution vers une responsabilisation des maîtres d'ouvrage professionnels, mais on n'y est pas encore. L'autre volet pour les marchés publics, devant le Conseil d'État, ça va un tout petit peu plus loin puisqu'il y a vraiment cette mission de définition du besoin qui est prévue dans le Code de la commande publique. Donc via cette définition, et parce que les maîtres d'ouvrage publics sont véritablement des professionnels, la responsabilité peut aller un peu plus loin, mais on reste quand même sur quelque chose, une part de responsabilité encore très marginale. Merci beaucoup. Du coup, ce qu'on avait prévu en troisième partie, c'était d'avoir des conseils pour les architectes et pour tout le monde dans le champ du bâtiment. Ce qu'on se disait, c'est peut-être d'ouvrir aussi aux questions, en parallèle aussi, si ça vous convient, et d'échanger avec la salle en parallèle là-dessus. On se lance sur les questions-réponses, du coup. Ça vous va, à tous les 3 ? Comme vous voulez. Parce qu'on a peu de temps, vous êtes très bavard et c'est très intéressant et c'est très chouette. Mais j'imagine que vous avez plein de questions dans la salle, j'espère. Sinon, on revient sur votre slide, Michel. Pas de problème. Alors, qui a envie de se lancer sur une première question ? S'il n'y a pas de questions, on va revenir sur la... Ah, j'ai une question. Bonjour, Aymeric Monnier de RUS, Bureau d'études réemploi. Moi j'ai une question, c'est que le réemploi c'est pas nouveau, on n'a pas attendu 2014 avec Encore Heureux ou 2024 avec le pass réemploi. On a fait déjà depuis très longtemps des opérations du patrimoine,
où on a des pierres, on les dépose, on les repose, ou des opérations en réhabilitation, où on désosse un bâtiment, on garde un vieux plancher, et on le justifie par rapport à son futur projet, quoi. Est-ce que avant le pass réemploi, en fait, comment on faisait pour assurer ces opérations-là où il n'y avait pas de pass réemploi, où le bureau de contrôle avait déjà une mission pour justifier, pour valider la justification de la maîtrise d'œuvre en fait de ce vieux plancher. Comment du coup, on est arrivé à ce gap de prestations avec cette fameuse mission de réemploi supplémentaire aujourd'hui. Alors je comprends que c'est très chronophage de valider ces process qui ne sont pas du tout courants. Mais comment avant on faisait? Est-ce qu'il y avait une surprime? Est-ce que votre mission était plus conséquente ou pas? Voilà. Je donnerai la parole au contrôleur technique, mais en matière d'assurabilité, il existe toujours des monuments historiques, il y a toujours des entreprises monuments historiques qui ont des garanties qui existent. Là, aujourd'hui, on parle de massification. On n'est pas sur les quelques entreprises qui interviennent sur Notre-Dame, sur je ne sais quoi, et qui, elles, ont des assurances spécifiques. Aujourd'hui, les assureurs, ils donnent des assurances à certaines entreprises. Il y a un monde de ça qui est quand même très, très restreint, très limité. Ça existe toujours, d'ailleurs. Là, aujourd'hui, ce qu'on parle, c'est que tout le monde, ici, va pouvoir prendre une entreprise et mettre des matériaux de réemploi. C'est ça, et c'est là où on a une difficulté. C'est qu'on n'a pas la certitude que ces gens-là vont avoir des bons protocoles, vont pouvoir faire les bons choix. Moi, je suis le premier à expliquer, d'ailleurs on en a parlé avec certains assureurs, que souvent, la personne la plus qualifiée pour le matériau, c'est l'entreprise. Un couvreur, il aura bien plus de capacité à dire si la tuile, on peut la récupérer ou pas que quiconque. Enfin, il faut quand même être réaliste. Et vous avez raison, parce qu'il y a un autre sujet et que j'ai découvert au fil du temps où j'avance sur le sujet. C'est que quand vous allez dans certaines régions où on fait des remaniements de toiture, des ardoises ou je ne sais quoi, on va, jusqu'à présent, la question ne se posait pas tellement, c'est existant. Enfin, je ne sais pas trop comment on va gérer le problème. Aujourd'hui, dans la tête de nos petits amis assureurs, tu enlèves les tuiles ou les ardoises d'une toiture, tu les prends, tu les traites, tu les mets, tu les stockes, du réemploi. Donc, exclu. C'est-à-dire qu'on va même générer des questions qu'on ne se posait pas. Et les experts d'assurance vont être drivés par leurs assureurs, par leurs mandants, pour avoir ce réflexe. Donc on est en train de massifier, de généraliser. Et vous avez raison, c'est la première chose que moi, quand j'étais au début, en disant, mais quelque chose qui se fait déjà. Et ça continuera à se faire, hein, c'est sûr. Pour la petite histoire, je ne sais pas ce que dira Alpes Control. Voilà. Mais surtout, moi, je vais vous donner, et surtout, il ne faut pas que ça soit enregistré parce que c'est très confidentiel, c'est entre nous. On coupe les caméras. La difficulté que va avoir n'importe quel contrôleur technique, je ne parle pas de notre adhérent ici, je dis notre adhérent parce que c'est des gens avec qui on a des très bonnes relations et on travaille intelligemment. Ils ont exactement les mêmes avantage que les adhérents de la MAF, c'est-à-dire que pour Euromaf, ils n'ont pas de clause de technique courante. Donc, ils n'ont même pas besoin de se poser de questions. Eux, ils peuvent prescrire, ils peuvent y aller, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas la question. La question, c'est qu'il y a un bel ouvrage à Paris que vous connaissez tous, hein, qui a été réceptionné il n'y a pas très longtemps. Il n'est toujours pas assuré. Toujours pas assuré. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça a été construit avec du bois, et du bois qui n'a pas effectivement toutes les caractéristiques qui permettent de répondre au DTU. Eh bien, c'est un blocage mondial de la réassurance française, internationale, pour sortir l'assurance de cette opération. Vous imaginez la question? Là, effectivement, le référentiel ne fonctionne pas. Oui. Le contrôleur technique, qu'est-ce qu'il peut dire? Oui. Que ce n'est pas conforme. Oui. Voilà. Vous voyez, même... donc, ne parlons pas des... Oui. On va y arriver, hein, on va y arriver, mais pas sans mal. Mais encore une fois, on pourra en parler parce qu'on va être en marché public. Il n'est pas question aujourd'hui que les assureurs qui vont trouver une solution sur l'opération donnent la valeur de l'ouvrage.
On ne trouvera jamais de réassurance mondiale pour réassurer un ouvrage de cette taille-là. Donc il y a quand même beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de contraintes parce qu'effectivement, aujourd'hui, et ce que j'entends toujours, c'est que beaucoup de gens disent que ce qu'on dit technique non courante, c'est des choses qui sont faites de façon ancestrale. Oui. Hein, la terre crue, voilà, là, il faut. La terre crue, ce matin, c'était un sujet aussi intéressant. Mais aujourd'hui, on ne fait pas de la terre crue sans index. Vous savez bien. Hein. Voilà. Donc oui, vous avez raison. On peut partir du principe que quelques entreprises, monuments historiques, vont pouvoir faire. On a des économistes de monuments historiques, on a des architectes qui font des monuments historiques. C'est un petit monde. Hein. Oui. C'est un petit monde. Hein. Mais ce n'est pas transposé par les assureurs aussi facilement. Hein. Et votre question est pertinente parce que je me la suis posée dès le début. Donc, Très bonne question, Émeric. Ouais. Et Dieu sait qu'au Yémen, il y a des constructions en pisé de plus de 40 mètres qui ont des dizaines et des dizaines d'années. Ça, c'est clair et net. Des millénaires. Exactement. Voilà. Et au Canada, il y a des maisons en paille. Justement, je vais essayer d'apporter une réponse juste sans être spécialiste dans l'histoire des assurances et de la construction. Mais c'est sûr qu'à l'époque de Nairobi ou à l'époque avant la loi Spinetta et autres, il était très difficile d'obtenir gain après sinistre dès lors qu'on n'était pas en responsabilité. C'est sûr que l'homme de Néandertal déplaçait des bouts de bois pour déplacer son ouvrage. Et il n'y avait pas de question de décennale ou il n'y avait pas de question de justifier une poutre sur 2 appuis par rapport à une construction qui allait de toute façon tenir 1 mois. Et encore. On est dans une époque où, notamment, on fait des projets en France avec de la charpente de réemploi, c'est assez complexe, parce que dès lors qu'on dépose une charpente bois qui a vécu, qui a une certaine durée de vie de plusieurs années, on va lui demander, conformément à l'Eurocode 5 et des calculs de structure, de tenir encore pendant 50 ans, avec des déformations primaires. Donc la réponse, elle est là, la réponse, c'est qu'aujourd'hui, on a des exigences de performance qui sont beaucoup plus élevées et qui demandent d'être beaucoup plus justifiées qu'à l'époque où on faisait des essais-erreurs. Et ça passe par obtenir des preuves qui sont peut-être lourdes, mais qui sont le gage d'être dans des bâtiments qui sont solides et qui ne tomberont pas à la première catastrophe naturelle ou autre demain. Voilà. Alors, quand même, pour vous rassurer, sur ce qu'il dit, c'est pas vrai. Vous êtes depuis toujours. Si vous regardez les tables d'Hammurabi, ça doit être 1000 ans avant Jésus-Christ, il y a des traductions. L'architecte qui fait un édifice qui tue le maître d'ouvrage, on tuera l'architecte. Et si l'édifice tombe et tue le fils du maître d'ouvrage, on tuera le fils de l'architecte. Regardez la traduction, hein. Je vous le dis. Hein. C'est quand même... Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai toujours dit, si vous avez entendu certaines conférences avec Cyril Charbonneau, il y a l'architecte, et en dessous, il y a Dieu. Et un philosophe m'a dit l'autre jour, et d'ailleurs, au début, avant d'être Dieu, l'architecte est esclave. C'est-à-dire que vis-à-vis de son maître d'ouvrage, il est esclave. Et après, quand il y a un problème et qu'on a besoin de lui, il devient Dieu. Voilà. Vous avez vraiment... On devrait vous mettre des statuts. Et j'en profite pour citer le maître d'ouvrage, donc l'OPIC, sur l'ENSAD, et l'architecte et l'architecte, parce que c'est un peu une réponse aussi, c'est que nous, on n'est que contrôleurs techniques, on contrôle. Il ne faut pas oublier les gens qui font et qui prennent des risques et qui proposent des éléments. Et on essaye au maximum d'être le moins un frein. On essaye d'être un propulseur, une dynamique, mais en sécurité. Voilà, on essaye. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des architectes ici qui ont envie de témoigner, qui font du réemploi, par exemple? Ça peut être intéressant aussi. Je les regarde comme ça au passage, mais ça marchait. Bonjour, Tiffaine Berthomé, collectif Cancan, architecte et AMO Réemploi à mes heures perdues. J'ai 2 questions qui sont un peu liées. Vous êtes appuyé pas mal sur justement l'acteur AMO Réemploi au bureau d'études Réemploi. Et aussi, vous avez évoqué les assurances qui cherchent parfois à assurer certaines prestations. Aujourd'hui, c'est quand même un angle mort, puisque ces acteurs, aujourd'hui, pour s'assurer, ils doivent mener un chemin de croix. Donc, quand vous appuyez sur ces acteurs-là, qu'est-ce que vous attendez d'eux et quelles assurances vous attendez d'eux? C'est ma première
question, vu que c'est la thématique. Et la deuxième, c'est par rapport à cette mission Passe Réemploi. Vous évoquez que vous attendez un protocole de la part des concepteurs et des AMO éventuellement. Et en même temps, qu'on est une équipe, un groupement qui réfléchissent ensemble. Et je voudrais bien comprendre, parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi, quand vous dites que en fait, vous attendez uniquement de quelque chose, si vous savez aussi les résultats que vous cherchez à avoir pour chaque matériau, pourquoi vous n'aiguillez peut-être pas plus dans le cadre de ce Passe Réemploi, par exemple? Et troisième question qui est liée, si vous avez une trentaine de matériaux et fiches qui sont liées à des pratiques et qu'est-ce qui est facile, moins facile, sont-elles mises à disposition des concepteurs et des maîtrises d'ouvrage pour qu'elles puissent facilement justement rédiger leur premier cahier des charges pour consulter un maître d'œuvre, puis les entreprises? Voilà. Alors, la première question, comme on vous l'a dit, les architectes, les ingénieurs, les AMO Réemploi qui seraient assurés chez certains assureurs peuvent être garantis sans avoir à faire de démarches préalables auprès de leurs assureurs. Donc nous, en tant qu'assureurs d'architectes, par exemple, si on prend la MAF ou d'AMO Réemploi, ou de BET Structure qui ferait du remploi, ou de contrôleur technique qui fait du remploi, on n'a pas de contraintes particulières, et on n'a pas d'exigences auprès de nos assurés. Donc pourquoi on les accompagne? Parce que, comme je vous l'ai dit aussi, c'est que si vous êtes assuré, c'est très très bien pour vous, c'est bien pour le maître d'ouvrage, mais c'est un peu moins bien pour la MAF, puisque évidemment, s'il y a un sinistre et que vous êtes le seul assuré, on a de fortes chances de rentrer dans le viseur pour être le payeur. Voilà. C'est un peu la difficulté de l'équation, hein. C'est que d'un côté, on aimerait ne pas être un bon payeur, mais si on n'est pas un bon payeur, on met nos adhérents en difficulté si on ne les couvre pas. Donc on tourne en rond. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé la solution. Ça fait 35 ans que je réfléchis comment on pourrait le faire. Alors je laisse les jeunes générations peut-être la trouver, la solution. Je ne suis pas convaincu parce que je trouve que, le contentieux devient de plus en plus pénible. Je trouve que les gens sont de plus en plus exigeants, sont de moins en moins de bons payeurs. Et je trouve qu'on est dans une société de consommation où on veut du low cost absolument, et donc on ne met pas les moyens d'enfin de ses ambitions. Donc je plains mes jeunes collaborateurs qui vont prendre la relève derrière sur la défense, parce qu'il faut vraiment, vous le disiez, hein, moi je suis l'acteur principal aujourd'hui sur le marché qui met en cause le maître d'ouvrage. Enfin, ça fait partie de nos stratégies de défense, hein. Et ça commence à prendre. Ça commence à prendre parce que le fameux dossier où la Cour de cassation vient dire que le maître d'ouvrage est un professionnel, c'est un dossier MAF. On était tout seul avec le maître d'ouvrage et on a pu obtenir la clause d'exclusion des condamnations in solidum. Je vous invite à aller consulter la boîte à outils contrat qui vient juste d'être mise en ligne, qu'on a mis 2 ans à faire à la MAF pour tous nos adhérents. Il y a des clauses dedans qu'il faut essayer d'intégrer dans votre contrat de maîtrise d'œuvre. Et cette clause, elle a eu pour effet de faire économiser à la MAF et à son adhérent 8 millions d'euros. 8 millions. Et le maître d'ouvrage, qui est un grand hôtel, disait « Je ne suis pas un professionnel. Je ne suis... » Voilà. Et la Cour de cassation vient dire « Non, non, vous êtes un professionnel du contrat au moins, puisque vous contractualisez dans d'autres domaines, dans votre domaine professionnel. Donc, vous êtes un professionnel. Donc, le contrat va s'appliquer. » C'est quand même des évolutions, et c'est le travail de nos avocats, de notre réseau, hein, d'essayer de mettre aussi le maître d'ouvrage face à ses responsabilités. L'immixtion fautive, on y travaille. La prise délibérée de risque du maître d'ouvrage, on y travaille. La proportionnalité, on y travaille. Donc, on a intérêt aujourd'hui à se battre sur ces sujets-là pour limiter les enjeux pour vous, maître d'œuvre, parce que la situation et les coûts des sinistres font mal à la tête, hein. Moi, je vois des choses aujourd'hui qui font mal à la tête. Donc, on a vraiment intérêt à être très, très, très bien cadré. Quand on parle de rédaction des marchés de contrats, c'est ça aussi la clé du succès derrière pour nous, juristes, de vous défendre. Et c'est vrai que, comme vous le dites, des marchés bien câblés, des CCTP bien câblés, enfin, tout ce qu'il faut, c'est ça aussi qui permettra d'arriver à avoir moins de risques pour les architectes. Et les ingénieurs aussi, d'ailleurs, que je mets dans le même bas. Tenez. Je voulais ajouter, pour défendre et des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre, c'est bien cette évolution de responsabiliser le maître d'ouvrage, parce qu'on a été quand même, pour avoir défendu quelques maîtres d'ouvrage où ils n'ont supporté aucune responsabilité, il y a une injustice quand même, hein. Donc cette responsabilisation, elle est bénéfique pour tous, et aussi parce que les maîtres d'ouvrage restent quand même, pour la grande majorité des sachants, ils savent quand même ce qu'ils font.
La plupart ont des AMO, donc ils sont conseillés. Donc c'est une bonne chose, cette évolution. Ça n'empêche pas qu'effectivement, plus vos contrats, et moi on ne l'a pas fait, mais c'est mon conseil principal, c'est plus les contrats sont rédigés, donc plus vous rédigerez bien les marchés de travaux que vous allez conclure, enfin avec le maître d'ouvrage, plus vous serez protégé. Et de la même manière, avec votre contrat de maîtrise d'œuvre conclu avec le maître d'ouvrage public. Vous pouvez, que ce soit en marché public ou en marché privé, vous pouvez les négocier, ces clauses, avant de les signer. Bon. Il faut effectivement avoir un juriste avec vous pour vous accompagner, mais c'est tout à fait possible. Et à mon sens, il ne faut pas hésiter parce que, certes, en droit privé, vous ne pourrez pas insérer des clauses imitatives de responsabilité, mais en marché public, si. Donc, il y a quand même, enfin un peu plus. Donc, il y a quand même des moyens pour se protéger dans l'usage des matériaux de réemploi. Pour rebondir aussi, on parlait de l'AMO réemploi qui est en fait nouveau dans cette équation aussi. Et donc, quelles sont les responsabilités de l'AMO réemploi? L'AMO est un AMO, donc c'est quelqu'un qui va conseiller le maître d'ouvrage. Il n'est pas constructeur au sens du Code civil. Et par conséquent, s'il ne dépasse pas cette fameuse ligne blanche où il ne va pas prendre des décisions de prescription, prendre des choix techniques, imposer à la maîtrise d'œuvre des solutions techniques, il n'a aucune raison d'être responsabilisé en décennale. En tout cas, voilà, ça c'est important, mais souvent les AMO, quand on lit leur contrat, on se pose des questions sur le réel risque qu'ils prennent. Moi, je rappelle quand même que le tarif d'un AMO, c'est quand même pratiquement 5-6 fois moins cher que la maîtrise d'œuvre. Donc ça veut dire que ce n'est pas le même risque. Donc, voilà, donc il faut aussi qu'ils soient raisonnables et qu'ils n'aillent pas au-delà de leur mission. C'est toujours rester dans la mission qui a été confiée. Il faut éviter de sortir de ça. Oui. Alors je vais répondre à la deuxième question, première et deuxième question sur le protocole. Alors je vais répondre en deux temps. La première, c'est que nous pouvons exercer notre métier par une norme, la norme du contrôle technique qui nous demande de ne pas faire de conception. Voilà, c'est la règle. On est tierce partie indépendante, payée sous contrat avec le maître d'ouvrage pour émettre des avis suspendus, favorables, défavorables sur les missions qu'on a pu voir tout à l'heure et qu'on rend au maître d'ouvrage. On ferait de la conception de dire que avis défavorable, il faut mettre un IPE 300. Là, pour le coup, on ne peut pas faire de conception, on ne peut pas dire qu'un poteau doit faire 50 par 50. Là, on fait de la conception, on est en désaccord avec notre norme et on pourrait perdre nos agréments COFRAC. Donc, demain, s'il y a un sinistre dans cette pièce-là et qu'il y a un problème de condensation en haut à droite ici, eh ben, je serai à faire indirectement de la conception de dire je demande à faire un diagnostic d'ouverture de paroi pour voir si à cet endroit-là, ça a condensé ou pas. Je suis dans l'obligation de dire donnez-moi un plan d'implantation de vos sondages pour savoir si oui ou non vous avez bien cerné le possible sinistre à des endroits judicieux. Et derrière, moi, je mets mes avis. Donc, pour répondre à votre question, je serais presque à faire de la conception si demain, je vous donnais la recette de cuisine. Si demain, je vous vois et on discute et puis je vous dis il faut faire comme ci, il faut faire un protocole comme ça. Le protocole, il faut que le zonage, il faut diviser par 4 le pan de toiture, il faut diviser par 10 la façade de parement de marbre. Et là, je commence à être dans le rouge par rapport à mon métier et le rôle de tout à chacun. Maintenant, c'est important pour moi de clarifier cette position, ce point-là. C'est que Alpe Control n'a pas attendu que les règles professionnelles ProPaille sortent pour émettre des avis sur des projets en paille. Voilà. Quand il y a des projets innovants et qu'on est en technique non courante, on entend souvent dire le bureau de contrôle met un avis défavorable, il n'en démord pas, il ne veut pas bouger de sa situation, c'est défavorable, point. Nous, Alpe Control, on n'a pas voulu faire ça. Alpe Control, on a voulu accompagner l'innovation, et d'une part parce qu'on a une entreprise qui a la taille, qui a toujours la taille pour pouvoir accompagner des projets innovants. On a la chance d'avoir une direction technique qui peut être sur le terrain. La direction technique est sollicitée tous les jours, toutes les semaines, et elle fait le nécessaire pour être réactive. Et pour le coup, on peut se permettre de faire des projets innovants qui mettent en risque
des projets sortant de la technique courante, parce que derrière, on a des experts qui sont aussi dans des groupes de travaux et qui ont un certain recul et une certaine perspective sur ce qui pourrait sortir comme technique courante demain pour pouvoir s'essayer en technique non courante. Et maintenant, oui, j'ai dit qu'on avait une position sur le réemploi sur plus de 30 équipements produits matériaux. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a fait ? Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est la direction technique et tous les spécialistes qui l'ont fait. Et moi, je suis un humble intermédiaire entre les chargés d'affaires sur le terrain et l'ensemble des expérimentés de la direction technique. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait le boulot que tout le monde doit faire si on a les compétences, la curiosité et le temps pour le faire. On a épluché tous les référentiels, on a épluché toutes les normes, on a épluché toutes les réglementations. On a fait toute une liste de points de contrôle, on est allé voir tous les protocoles d'essai, et finalement on n'a pas, et là c'est important, je dois le dire, c'est qu'on ne crée pas des référentiels, on se base sur des référentiels qui sont déjà existants. On n'a pas pour but de créer des référentiels. Demain, on a fait des projets avec de la charpente métallique de réemploi avant que les recommandations professionnelles sortent. Et ben finalement, on est content, on est heureux de se dire que finalement, ce qu'on a demandé était finalement très très proche. Des fois un peu plus en sécurité par rapport aux règles professionnelles qui sont sorties, mais au moins ce que l'on a demandé était juste des preuves factuelles sur des requalifications de performance de produits, sur un sourcing qui doit être rigoureux avec des traçabilités qui sont justifiées. Mais Alpe Control n'a pas pour vocation de décrire les recommandations professionnelles de demain parce qu'on n'a pas le droit. Et là, tout porte à croire que ce sont des organismes certificateurs ou autres acteurs intéressés et curieux pour participer à l'élaboration de référentiels qui vont être en technique courante par la C2P. Mais voilà, la conclusion, c'est qu'on n'attend pas que les référentiels sortent pour pouvoir travailler avec vous. Et nous faisons notre propre position sur la base de textes qui existent déjà. Voilà. Alors, je vais... Oui. Oui. Alors, je l'ai peut-être créé et je vais éteindre un espoir. mais on ne pourra pas les partager parce que de toute façon, c'est ce qui existe déjà. C'est les fiches FBE, c'est les fiches FCRBE, En fait, dans le réemploi, il y a des démarches qui sont génériques. Le sourcing, le protocole de dépose, le protocole de triage, le protocole d'échantillonnage sur les recommandations professionnelles de charpente métallique, elles peuvent être par analogie copiées pour d'autres produits équipements matériaux. Et finalement, notre démarche, elle se base sur les textes qui existent déjà. Les fiches FBE, FCRBE étaient très, très, très bien pour cadrer le sourcing, pour cadrer la traçabilité des éléments. Les fiches Spirou ont été dans une volonté la finalité, c'est la massification. Demain, on vous pose une question, quel produit équipement matériaux je peux faire ? Les produits stars, j'entendais quand on faisait des interviews avant cette réunion, enfin cet événement. Et je pense que le projet Spirou, c'est formidable parce qu'en fait, ils ont réussi par un groupe collégial d'acteurs experts de cibler une liste exhaustive de matériaux qui peuvent être mis en œuvre tout en étant en sécurité. Le petit point que je dirais, et ça n'a pas été la vocation des guides Spirou, c'est de développer le protocole d'échantillonnage ou les protocoles d'essai. Et finalement, le programme Spirou ne va pas vous dire comment échantillonner des essais, quels matériaux on va prendre dans un ouvrage et quels sont les essais qu'on va faire. Là, pour le coup, ils ont fait le choix de ne pas le développer. Mais tout le reste, finalement, c'est un très bon début pour se lancer. Et voilà, nous, notre position n'est qu'une veille technique et une recherche documentaire des référentiels qui existent déjà. Peut-être vous pouvez, les fiches Spirou, vous pouvez les trouver sur la bibliothèque de l'ADEME. Donc voilà, vous avez accès, c'est très bien fait. Et d'ailleurs, quand certains d'entre vous ont peut-être regardé la présentation en septembre, octobre, je ne sais plus, et en conclusion, on nous a bien expliqué que ça s'arrêtait là pour Spirou, mais qu'ils espéraient que les filières allaient reprendre à leur compte les travaux. Donc évidemment, il y a des gens qui font des choses, il y a des initiatives. Il faut que d'autres s'emparent du sujet. C'est un peu la question. Oui, et je pense que les organismes certificateurs sont bien placés, je pense, parce que demain, ce serait complètement incohérent d'avoir 2 recommandations professionnelles de charpente métallique de réemploi. Oui, c'est sûr.
C'est complètement incohérent. Donc il faut bien que ce soit un organisme qui le fasse et qu'il n'y ait pas concurrence de texte. Donc faut attendre pour qu'il y ait suffisamment de retours d'expérience et que les textes soient bien cadrés et suffisamment compréhensibles pour que tout le monde puisse bien travailler. Oui, bonjour, Georges Fillot-Laporte, responsable juridique à Bureau Veritas. Je suis évidemment très friand de tout ce que vous venez de dire. Une chose d'abord sur la responsabilité des AMO. Il y a un arrêt encore récemment de la Cour de cassation qui est venu reconnaître la responsabilité décennale des AMO. Donc la jurisprudence avance quand même sur... Moi, j'ai ma position historique sur le sujet, un sujet qu'on suit. À chaque fois, ça sera aussi la façon dont l'AMO se comporte. Exactement. Parce qu'évidemment, la limite entre de l'AMO et de la maîtrise d'œuvre est très, 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 très faible. Et souvent, la requalification est assez facile. Mais si c'est ça, les assureurs ne pourront plus tarifer les AMO au prix actuel. Hein. C'est plus possible. Hein. Il n'y a pas de définition juridique de toute façon de l'AMO. Il y a quelques années, il y a un organisme qui a recensé toutes les missions d'AMO qui existaient en France. Il en a recensé 52. Un avocat peut être AMO, puisqu'il va être assistant juridique du maître d'ouvrage. Donc de toute façon, il n'y a aucune définition juridique de l'AMO. D'accord, mais il est pas... En tout cas, peut-être que tout ça évoluera, peut-être évoluer, je vais peut-être louper une case, mais pour moi aujourd'hui, il n'est pas dans la liste des constructeurs de 1792. Hein. Donc, et si, justement. Écoutez, on n'est pas du tout en accord parce que je pense que c'est un sujet que nous traitons avec beaucoup d'intérêt puisque nous en assurons. Et qu'aujourd'hui, si on commence à expliquer que l'AMO est constructeur, il va falloir rechanger la tarification et la garantie qu'on leur donne. Parce que... Ça, c'était l'observation de départ que je voulais faire. La deuxième observation, c'est plutôt une question qui est à destination de notre confrère et de la MAF. Avez-vous déjà recensé des pathologies, des sinistres avec le réemploi? On est très friand de votre expérience. Alors, pour tout vous dire, il n'y a pratiquement aucune opération aujourd'hui qui arrive dans des conditions pour mobiliser la garantie décennale. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de sinistralité connue. Et puis, il y a très peu d'entreprises qui viennent demander des extensions de garantie à leurs assureurs. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de recul, pas de jurisprudence vraiment. Il n'y a pas de recul. En tout cas, dans nos dossiers à nous, aujourd'hui, on n'a pas de sinistre sur le réemploi. Voilà. Non, à ma connaissance, il y a de la jurisprudence ancienne sur ce qu'ils appelaient du matériel d'occasion. C'est encore pas la même définition. Hein. Donc, quand les comparatifs, nous, les recherches qu'on peut faire, c'est à partir de ces jurisprudences, mais qui ne sont pas, encore une fois, c'est insatisfaisant. Et effectivement, nous, pour l'instant, on n'a pas encore de désordre, de litige lié à des désordres causés par des matériaux de réemploi. Et on n'a effectivement pas assez de recul, ce qui finalement, quand on aborde des sujets tels que la responsabilité et les garanties, on est sur vous le savez très bien, un schéma classique, la loi Spinetta bien sûr, mais en termes d'exonération de responsabilité, en termes de répartition de responsabilité, on a quand même un matériau qui a une nature particulière. Donc je pense quand même qu'il va y avoir une incidence à un moment. Mais il va falloir attendre un petit peu. Bonjour, Thibaut Chédeville, j'ai une menuiserie spécialisée sur le réemploi et je voulais savoir quelle était la plus-value financière en pourcentage de votre mission avec le pass réemploi par rapport à une mission classique. Parce qu'aujourd'hui, moi ce que j'entends au quotidien, c'est que le réemploi c'est pas facile, ça demande du temps supplémentaire par rapport à une opération classique et de l'investissement. Et là j'ai l'impression que l'investissement il va être encore plus grand et que du coup, pour moi, c'est être encore plus dur de positionner du réemploi sur des opérations. Oui, alors... oui. Je ne suis pas spécialisé dans les coûts. Je me suis concentré sur la technique dans le cadre de mon métier. Maintenant, moi, ce que je peux dire, c'est que la mission passe réemploi est chiffrée au nombre d'heures que l'on va passer dans cette mission-là. Grosso modo, sur un tarif horaire, hein. Si un matériau de réemploi est facile, on va passer beaucoup moins de temps. Si on est sur du parement de marbre, des garde-corps, de la charpente bois, on peut passer quand même des dizaines d'heures. Spécialiste, membre de la direction technique et chargé d'affaires sur le terrain.
Donc, une mission passerait emploi, ça va débuter aux alentours de grosso modo 1 500, 2 000 euros. Et après, s'il y a 30 produits qui vont matériaux de réemploi, et puis il y a un autre paramètre aussi, c'est la taille du projet. Si on a 10 portes, c'est pas pareil que si on avait 300 portes. Si on a une petite maison, c'est pas pareil que si on avait des bureaux en R+7 avec des milliers de mètres carrés. Donc là, les prix sont justifiés. On essaye de juste faire la mission pour qu'on puisse vivre. Maintenant, oui, le réemploi n'est à l'heure actuelle, si j'entends bien les choses, le réemploi dans certains cas et dans beaucoup de cas justement n'est pas moins cher que le neuf. Et d'expérience, parce que là on a plus d'une cinquantaine, plus de 70 à peu près à faire de réemploi en France. Les projets qui sortent, c'est les projets où les maîtres d'ouvrage sont déjà propriétaires de leur propre matière. Donc sur de la réno, et là pour le coup ils sont pas dans le coût qu'ils vont, l'argent qu'ils vont mettre pour pouvoir acheter une nouvelle façade, ils vont pas le faire parce que ils auront déjà la matière, mais ils vont payer la requalification qui aura un coût, et on l'espère pour la cohérence d'un projet moins cher que les parements de marbre neufs, si c'est le cas des parements de marbre. Maintenant, oui, c'est clair et net, je suis complètement d'accord que le réemploi à l'heure actuelle, ça coûte cher. Construire en paille, il y a quelques années, ça coûtait cher. Faire de la terre crue, ça coûtait cher. Et dès lors que demain, il y aura de la massification, dès lors qu'on passera beaucoup moins de temps à requalifier des matériaux, dès lors qu'il y aura une fluidité et de l'efficience dans tous les process de requalification, et on arrivera à être dans l'efficience totale, et ben forcément, le réemploi coûtera moins cher. Ouais. C'est pas forcément plus cher du tout. C'est juste que c'est plus compliqué pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le traiter. Et oui. donc là, j'ai l'impression que ça complexifie encore plus le procédé d'accès aux opérations. Complètement d'accord, parce que ça coûte quand même très très cher la veille technique et la recherche documentaire pour des entreprises plus ou moins grandes. Nous, on a la chance d'être bientôt 1000 employés chez Alpe Control, et notre métier, c'est de d'éplucher des textes techniques. Donc c'est tout naturel qu'on a eu la chance d'avoir une direction qui a mis suffisamment d'argent pour faire de l'investissement dans cette recherche-là. Mais quand on a une petite PME, une petite entreprise et autres, et ben, ne serait-ce que passer une demi-journée pour faire de la recherche documentaire, et ben, ça peut avoir un gros impact sur la fin de mois. Je suis complètement d'accord. On est au prix juste du temps passé. Je vais annoncer la dernière question, si quelqu'un a envie d'en poser une. Oui, vas-y Boris. Une question sur parce qu'on parle des risques décennales, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas une distinction à faire aussi sur le type de mise en œuvre? Donc, si on parle entre le structurel et après tout ce qui va être seconde œuvre, en termes de massification, de responsabilité et peut-être d'échelon petit à petit pour entre un bâtiment à Strasbourg avec je ne sais pas combien de briques porteuses et des parois qu'on va récupérer avec des panneaux de boîte réemploi ou autres. Est-ce que il y a une distinction à avoir là-dessus sur ces types de mise en œuvre? Oui, j'apporte une petite précision. C'est pas le bureau de contrôle qui et ça rejoint à ce qu'on a dit au début. C'est pas le bureau de contrôle qui valide oui ou non il y a du réemploi ou qui assure, etc. Dès lors qu'on est en technique non courante, tous les acteurs autour d'un projet doivent être assurés pour être en technique non courante. Tout assureur d'une entreprise doit être mis au courant qu'il y a une technique non courante qui s'opère. Le bureau de contrôle est juste là pour faire son travail de bureau de contrôle. Si le bureau de contrôle a dit avis favorable, ce n'est que la vision du bureau de contrôle. Voilà. C'est pas l'assurance. Voilà, c'est ça. Et la première chose que je dis quand je suis en visio, c'est de dire attention, c'est pas parce que demain je vais mettre des avis favorables que demain il n'y aura pas de souci. Déjà, commencez tous par vous retourner autour de votre assureur pour savoir si autour de la table tout le monde est assuré. Parce que demain, si vous ne mettez pas dans vos pièces marché que l'entreprise doit avoir une assurance spécifique, eh ben on aura tous travaillé en conception pendant des heures et des heures avec de l'envie, de la motivation, des super beaux projets. Et si ne serait-ce que l'entreprise ou autre acteur n'a pas l'assurance, eh ben, vous pouvez être sûr que ça va freiner. Maintenant, un conseil, moi j'ai juste envie de dire par le peu d'expérience le peu d'expérience que j'ai, mais la grande expérience qu'Alpe Control a sur le réemploi, c'est commencer déjà par des produits qui ont un matériau facile.
aller sur des choses qui ne demandent pas beaucoup de temps pour faire de la requalification. Des portes non coupe-feu. Qu'est-ce que je vais demander personnellement? Ça ne tient qu'à moi, en tant que bureau de contrôle. Libre à vous de faire le protocole de requalification que vous souhaitez. Mais à minimum, moi, je vais demander les choses. Je vais demander un diagnostic visuel de solidité si les portes sont bonnes. Je vais demander un protocole de triage pour savoir quelles sont les preuves factuelles qui, pour vous, une porte est gardée et une porte n'est pas gardée. Et après, je vais juste demander un plan d'implantation des portes pour savoir si la porte non coupe-feu n'est pas placée à un endroit où elle devrait être coupe-feu. Point. Voilà. Moi, j'ai passé... Je passe très peu d'heures sur un projet comme celui-ci. Eh bien, allons-y, go. Et je pense qu'on est sur des produits en matériaux qui vont apporter beaucoup moins de sinistres que d'autres qui sont plus complexes. Faites vos premiers projets, un petit peu au début, un peu plus de produits ensuite, et après, trouvez des acteurs autour de la table qui deviennent expérimentés. Il y a des AMO réemploi qui se lancent, il y en a beaucoup maintenant qui commencent à avoir un certain nombre de retours d'expérience pour vous accompagner. Et c'est comme ça qu'on va le faire. On n'a pas créé ce monde en un jour. Et les référentiels avancent avec l'expérience. Et on a besoin de retour de terrain. Merci. Ouais, alors, parce que là, on parle d'opérations où il y a des AMO, des contrôleurs techniques. De par expérience, malheureusement, on n'a pas ce schéma partout. Vous n'êtes pas les contrôleurs techniques dans toutes les opérations, hein, je le dis. Et c'est vrai que votre question, elle peut être aussi pour certains architectes, parce que ça nous arrive d'avoir des architectes qui nous disent « Tiens, j'ai récupéré tel matériau, telle chose ». Moi, je suis assez souple. Si on n'est pas sur des matériaux qui ont un effet clos, couvert, structurel, on dit « Il faut y aller ». Quoi. Voilà, on prend un risque limité. Donc, il faut être pragmatique. C'est aussi le commencement pour des petites opérations. Il y a peut-être des architectes dans la salle qui n'ont pas nécessairement des opérations avec des contrôleurs techniques, des AMO, et qui sont amenés de temps en temps à faire du remploi. Donc oui, je pense qu'il faut aussi être pragmatique et pas non plus s'interdire tout pour des raisons d'assurance, parce que dès qu'on est un peu sorti de la sphère de la décennale et du risque décennal, ça devient un peu moins complexe. Voilà. Bon, on va finir sur ces propos positifs et engageants pour tous et toutes. Et on vous invite... alors nous, on avait des choses à dire aussi. Je crois qu'il y a une 4e édition qui se profile le 12 juin. Je crois. Vas-y. Non, vas-y. C'est toi qui as la télécommande. C'est moi qui ai la télécommande. C'est pas moi qui ai... Hop. Ah oui, on était revenus. Hop. Et du coup, c'était juste pour aussi prévenir des sessions de formation du coup de notre partenaire qui est juste à côté, au 308, donc de MAGE, qui fait 3 formations sur déconstruction et réemploi. Donc 3 journées, 24 juin, 15 septembre et 8 octobre. Et ensuite, c'était pour vous inviter à la 4e table ronde qui sera le jeudi 12 juin, donc 18h30, 20h, comme d'habitude. Et donc, qui sera sur plateforme physique et numérique, mais de manière plus globale, où et comment trouver la ressource. Et donc là, on aura aussi des expertes et des experts qui pourront répondre à vos questions. Et peut-être qu'on annoncera une 5e rencontre, mais on va garder un peu le suspense. On y travaille. Et on vous invite à rejoindre le cocktail derrière et à continuer les échanges. Merci. Merci à tous les 3 aussi.